Salut à tous et bienvenue au Runwise Podcast. Très content de vous retrouver dans cet épisode qui est un peu spécial. Pourquoi il est spécial ? Parce qu'aujourd'hui on a un invité de marque, Julien Vanders. Alors la plupart d'entre vous connaissent Julien et il m'a fait l'honneur de me recevoir chez lui au Kenya dans sa nouvelle maison qui vient à peine d'être terminée. En fait, pour vous dire, même ses parents ne sont pas encore venus. Voilà, hyper privilégié, merci à lui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Julien, alors c'est un coureur de 27 ans qui a marqué les esprits en décidant de quitter son pays, la Suisse, pour partir habiter au Kenya vers 18 ans et s'entraîner avec les meilleurs coureurs de la planète. Si vous connaissez son histoire, vous savez que son courage a payé puisqu'en 2019, il a claqué 2 énormes performances, 2 records d'Europe avec d'abord le 10 km avec un chrono de 27 minutes 13 et ensuite le semi avec un incroyable 59 minutes 13. Mais là où l'histoire de Julien est un peu spéciale, c'est qu'après avoir secoué le monde de l'athlétisme avec des perfs monstrueuses, record d'Europe, record de Suisse, record de France, il y a une période difficile qui a commencé pour lui, enchaînant les blessures et les contre-performances. Depuis, Julien n'est jamais parvenu à retrouver son niveau de 2019. Dans cet épisode, on va un peu parler de cette traversée du désert dont il semble voir le bout. On va aussi parler des changements qu'il est en train d'opérer actuellement pour revenir à son meilleur niveau. On va parler de son entraînement au Kenya, de son changement de coach et du vrai âge de Kelvin Kiptoum. Parce que oui, spoiler, apparemment il n'aurait pas 23 ans. Comme d'habitude, on termine par les questions de la communauté. Et avant de vous régaler avec cet épisode, qui j'espère vous plaira, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, NordVPN. Imaginez que vous êtes dans un lieu public, genre un aéroport, comme moi récemment durant mon voyage au Kenya, et vous devez faire des achats en ligne, consulter vos mails ou vous connecter sur le site de votre banque. Eh bien, dites-vous que, selon cet article, vous aurez environ une chance sur 4 de vous faire pirater en utilisant un Wi-Fi public. Ouais, je sais, c'est flippant et ça paraît énorme. Vous vous en doutez, c'est là que NordVPN intervient. Grâce à leur chiffrement avancé, je me connecte à Internet sur des réseaux publics en toute sécurité, sans craindre le vol de mes données ou le piratage. Perso, ça fait 5 ans que j'utilise NordVPN, c'est hyper simple à utiliser, autant sur votre téléphone que sur votre ordinateur. Basiquement, ça prend un seul clic. En plus de m'apporter plus de sécurité, ça me permet de regarder certaines chaînes, genre l'équipe, depuis le Canada, ou même la rediffusion de Koh-Lanta, parce que oui, certains sites ont la fâcheuse habitude de bloquer l'accès depuis certains pays. Du 29 novembre au 9 janvier, il y a NordVPN qui offre une remise sur les abonnements de 2 ans. Vous obtenez 4 mois offerts et en bonus une carte cadeau Amazon de 10, 20 ou 30 € selon l'abonnement choisi. Cette offre est valable pour les utilisateurs en France et en Belgique et vous recevrez une carte cadeau par email. Voilà, pour profiter de cette offre, rendez-vous sur le lien nordvpn.com/runwise et en plus c'est satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours, donc aucun risque. Merci à NordVPN de sponsoriser cette petite série au Kenya et je vous souhaite un excellent épisode à tous. Bienvenue au Runwise Podcast. Aujourd'hui je suis avec Julien Vanders. Merci Julien de nous inviter chez toi. Donc ça fait plaisir. Un mois que ta maison est finie de construire et je pense qu'on est dans les premiers à la visiter. Est-ce que tes parents sont déjà venus Non, pas encore. Pas encore. Okay. Ils vont venir voir en décembre. En décembre ? Ok. Bon, fait qu'on est très, très chanceux, très privilégiés. Fait qu'on a quand même un gros programme. On va essayer d'aller direct droit au but. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Julien, donc il y en aura probablement pas beaucoup. Mais pour ceux qui le connaissent pas, t'es un coureur franco-suisse. T'as la double nationalité, hein, c'est ça ? C'est ça, ouais. Alors je crois que tu as 4 records nationaux. Ou c'est 4 records d'Europe? Parce que le 20 et le 15, souvent on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que tu les as aussi ces records. Tu le savais ou pas? Je savais que je les avais, en tout cas le 15. Ouais. Le 20, ça semble logique. Oui, parce que tu as fait le record aussi. Mais ouais, je sais. J'ai pas trop regardé si je les avais encore du coup. Ouais, tu les as. En tout cas, si c'est actualisé sur Wikipédia, moi j'ai vu que tu les avais encore. Donc 10, 20, 15 et 21. Fait que je pense que ta meilleure performance, tu me corriges si je me trompe, hein, mais c'est ton semi-marathon en 59-13. Après, ça dépend si on regarde les points IAF ou les équivalences plus physiologiques, mais ton 10 km en 27-13, il est très très proche. Est-ce que c'est ça Toi, c'est quoi pour toi ta meilleure? Pour moi, personnellement, ouais. Pour mes capacités, je pense que le 27-13 est plus solide que le 59-13. Ok. Et je pense que j'ai plus de marge sur le semi que sur le 10 kg. Ah, tu crois? À mon avis. C'est quelle course où tu as le plus souffert entre le 10 et le 21? Le 21 quand même. Le 21 parce que c'est quand même le double aussi. Fait que pour ceux qui savent pas, 10 kg en 27-13, c'est 2,43 par kilomètre. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà fait un 400 à 2,43, mais c'est déjà vite. Donc là, il faut enchaîner 10 km, fait que c'est vraiment impressionnant. C'était en 2020, c'était à Valenciennes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu t'en souviens bien de cette course? Ouais, je m'en souviens bien parce que c'était aussi le jour où il y a eu le record du monde. Ah, c'était la même course? Ouais, c'était la même course. Okay. Et du coup, j'étais parti avec Ronex qui a fait le record du monde. Et j'avais tenu un peu plus que 3 km.
qui est quand même pas mal. À une allure, et 5 km à une allure de moins de 27. Puis après, je m'étais accroché la deuxième partie et j'avais fait un bon chrono. Et puis, pas moins de 27, mais un bon chrono. Ouais. Et vous étiez passé en combien au 5, tu t'en souviens? C'était à peu près 13-25, si je me rappelle bien. Donc des bases Donc de 26-50. Ok, un petit positif split quand même. Ouais. En même temps, j'imagine que ce genre de record, il se court comme ça. Ou est-ce que maintenant, avec le recul, tu te dis que tu aurais dû partir plus loin? Non, je regrette pas du tout. Parce que j'ai profité aussi des lièvres et de courir avec des gens, du coup. Ouais, tu penses que ça peut se faire tout seul, ce genre de perf, ou t'es obligé d'avoir tout le contexte avec vraiment des gens très très rapides devant? Non, si t'es en forme, tu peux le faire tout seul. Hein. Après, j'avais fait mon deuxième record d'Europe sur 10 kg à houille. Où j'avais tiré du début à la fin, à 27-25. Wow. Donc tout est possible quand on est en forme. Au final, ton 27-25 à houille, vu la course, c'est peut-être même mieux, non? Parce que houille, c'est clairement pas Valencia en termes de parcours. Ouais. Ça tourne, ça monte un peu, c'est des boucles en plus, c'est quoi? Ouais, c'est 3 boucles, 3 boucles de 3 kg 300. Ok. Pour moi, ouais, la course de houille, je pense que c'était une meilleure course que Valence. Mais ouais, le parcours est un peu plus difficile. Donc le parcours est plus difficile. Le chrono est un peu. Mais t'avais gagné, oui. Ouais, j'avais gagné. Ok, donc il y avait quand même cette motivation aussi où tu gagnais la course. Ça, c'est cool aussi. Ouais, c'est clair. C'est fou de te dire que tu gagnes pas dans une course où tu fais le record d'Europe. Ouais, je fais 3e. Ah, tu fais 3e? 3e, ouais. Wow, c'est incroyable. Aujourd'hui, dans le podcast, j'aimerais qu'on parle essentiellement de 2 trucs. Un peu ton parcours, parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais ils savent pas exactement forcément quand t'es arrivé au Kenya, qu'est-ce que tu faisais avant le Kenya et tout. Fait que ce serait un peu la partie historique. Et aussi beaucoup l'entraînement au Kenya, la vie au Kenya de façon plus générale, parce que moi j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois, donc clairement j'ai pas beaucoup d'expérience, mais c'est très différent les façons de s'entraîner ici, et l'altitude aussi, ça change beaucoup les choses. Moi j'aimerais que tu m'expliques aussi un peu la culture au Kenya, parce que ça, moi je m'entraîne beaucoup avec des Français ici, donc je sais pas exactement comment les Kenyans ils s'entraînent ensemble, puis j'imagine il n'y a pas une façon non plus. Fait que c'est un peu ça le plan du podcast. Puis à la fin, on va poser un petit peu les questions que vous vouliez poser à Julien. Alors on va pas toutes les poser parce que il y en a eu 80 voire 90 et on va y être encore jusqu'à demain. Mais voilà, j'ai sélectionné quelques questions. Fait que Julien, est-ce que tu pourrais commencer par me dire à quel âge tu as commencé la course? J'ai commencé l'athlétisme à 6 ans. Donc j'ai rejoint mon club qui est toujours mon club de Stade Genève en Suisse. Et de 6 à 15 ans, j'ai fait toutes les disciplines de l'athlétisme. Donc en passant par le lancer du javelot, le saut en longueur. Le parcours classique un peu quand tu touches à tout. Ouais. Et voilà, après à l'âge de 15 ans, je me suis dit je veux faire du demi-fond et du fond. Et j'ai rejoint le groupe de Marco Jäger qui est mon coach de maintenant. Ah oui, ok, parce que ce nom-là, il m'est familier parce que j'ai vu que c'était ton nouveau ancien coach au final. T'es retourné. Ouais, je suis retourné avec lui. Donc c'est ton premier coach en fait. C'est mon premier coach, quand j'ai vraiment. Quand t'as vraiment commencé sérieusement. Et du coup, il est quelle nationalité? Parce que je le connais pas. Suisse aussi. Ouais. Ok. Wow. Donc t'as un peu touché à tout. Puis comment t'as vu que c'était la course et pas le javelot? Bon, t'as pas la carrière de lanceur de poids ou de javelot, mais quand même, tu vois. Ouais, ça pourrait étonner, mais j'étais pas mauvais en lancer. Ah ouais? Étonnamment. Ouais. Ok. Et j'étais pas mauvais partout en fait. J'avais des qualités un peu dans tout, mais ce qui me plaisait, je trouvais que dans les autres disciplines ça bougeait pas assez en fait. Je me dépensais pas assez. Ouais. T'étais un peu hyperactif ou quoi quand t'étais jeune? Ouais, j'ai fait, je faisais 4-5 sports à la fois à cet âge-là. Ouais. Que tu faisais quoi, du soccer, du football? J'ai fait du foot, du badminton, du tennis, de l'athlétisme en même temps, et à un moment j'ai dû choisir ce que je voulais faire. Ok. Et du coup, j'ai choisi la course parce que c'est là où je me dépensais le plus. J'ai l'impression que c'est là aussi que je voyais vraiment les fruits de l'entraînement. En fait, quand je m'entraînais, après, je voyais que je progressais. Ouais. Et puis, forcément, j'étais aussi devant, donc ça aide aussi à faire le choix. Attends, mais du coup, la question, est-ce que tu as eu 20 au bac? Attends, en Suisse, est-ce que vous avez le fameux... On a l'équivalent, ouais. J'ai la meilleure note. Ouais, tu m'étonnes. T'étais devant tout le monde large ou... Parce qu'en plus, tu t'entraînais déjà, oui, vu que t'as commencé super tôt. Ouais, après, nous, on n'a pas vraiment... Je sais même plus si on avait la course... Au bac? Non. Ouais. Je me rappelle plus. Ok. Fait que t'as commencé assez jeune, t'as un peu touché à tout, t'as vu que t'avais des capacités. C'est vrai que c'est intéressant. Je savais pas que tu faisais 4-5 sports en même temps, c'est quand même... Moi j'avais l'impression d'en faire beaucoup, j'en faisais peut-être 2, mais donc t'avais vraiment beaucoup d'énergie, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé? Est-ce que t'as fait un petit peu ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire 800, 1500, 3000, ou est-ce que t'as vite couru des 5 et des 10 quand t'étais jeune? Non, je crois que quand on avait 15-16 ans, c'était 600 mètres et 1000 mètres. Et ensuite, à partir de 16-17, c'était des distances. Ça commençait à être les distances officielles. Ok, ouais. Et je pense que mon premier 10 km, je l'ai dû le faire à 17 ans.
Tu te souviens du chrono ou pas? Ouais, j'avais fait 32 minutes et j'étais tombé au milieu. Ah ouais? Non, j'avais fait un assez bon chrono, 32, ouais. 32 minutes, ouais. Et c'est ton premier 10. Ouais, bah, il y en a qui aimeraient commencer comme ça, je pense. Après, entre 32 et 27, c'est un sacré gap aussi. Ouais, après, j'ai mon deuxième 10 kills, j'ai fait 31, 40 et après 30. Ouais, t'es pas trop passé par toutes les étapes. Non, en fait, j'ai vite progressé. Au 10 kills, je progressais environ d'1 minute par an. Ok, fait que ça, c'était vers 17-18 ans, du coup? Ouais, bah 18, j'ai dû courir moins de 29, je crois. Ah ouais, déjà? En tout cas, 18 ou 19, je sais plus. Ok, 18 moins de 29. Et j'ai vu que sur 1000, j'étais étonné quand j'ai regardé tes temps, 1500, t'as quand même un 3,39. Ouais. Tu l'as poussé un peu le 1500 ou t'as l'impression que t'aurais pu courir beaucoup plus vite que ça? Non, je suis un peu frustré de mon 1500 parce que c'était Stoffer, ça devait être en 2019. Ouais, c'est ça, 2019. Et j'avais quand même bien travaillé le secteur plus court. Ouais. Et je pense que j'avais mieux dans les jambes, mais le problème c'est que je pouvais pas courir beaucoup de 1500 parce que j'avais fait déjà les 3000, 5000, 10 000 à faire. Ouais. Et le 1500, c'est vraiment... faut faire des courses pour faire descendre le chrono. C'est vrai qu'ils font beaucoup plus de courses au final, les coureurs de demi-fond. Ouais. Ça aurait été quoi un bon chrono pour toi, pour pas être frustré à 1500? Je pense que courir autour des 3,35 maintenant, c'est ce qu'il faut pour finir vite. Ouais. En tout cas. C'est l'ancien, parce que l'ancien standard olympique c'était vers 3,34 je pense. Même peut-être 3,36. Je sais plus, 3,36. Oui, à un moment il y a eu 3,36 je pense aussi. Ouais. Mais là c'est vrai que les 2 dernières années c'est un peu chamboulé les chronos. Je sais pas tu sais c'est quoi ta vision un peu, il s'est passé quoi pour que d'un coup maintenant un 3,34 ça fait plus rien? C'est dur à dire. Je pense qu'il y a une émulation aussi autour du 1500. Là c'est vraiment la discipline qui monte. Après il y a forcément au niveau de l'entraînement aussi des changements. Je pense que les gens ont compris, enfin les coureurs 2005 ont compris l'importance aussi de l'endurance. C'est vrai qu'ils avaient pas trop compris ça. Pas seulement la vitesse. Ouais. Et donc je pense que voilà, c'est pour ça que les chronos descendent. Mais c'est quoi ton avis sur justement, enfin on va en reparler, mais peut-être souvent les gens ils pensent que pour être plus rapide il faut faire de la vitesse, tu vois, genre des 200-300, 400, c'est quand même beaucoup ça la mentalité française. Mais tu vois, récemment je parlais avec Julien par exemple, tu vois, qui fait du 1500, il me disait qu'il avait l'impression que quand il faisait des gros cycles d'endurance, tu vois, qui des fois il gagnait de la vitesse, voire il se maintenait, tu vois. Est-ce que c'est des trucs que tu as déjà remarqué ou... Moi je pense que, c'est pas moi qui le dis, mais en fait... Le volume, c'est pas ce qui va forcément te faire perdre la vitesse. Par contre, faut travailler la vitesse pour pas perdre la vitesse. Faut la maintenir avec même des petites séances. Voilà, donc en fait, si on fait beaucoup de volume, ça c'est pas un problème. Par contre, faut continuer à faire ce travail dynamique, ce travail de vitesse. Et ouais, forcément, l'endurance, c'est primordial dans un 1500. C'est plus de 50% de la course. Hein. Ouais. C'est plus. Il faut que tu arrives assez frais pour exploiter au final ta vitesse dans le dernier tour. Exactement, parce que je pense qu'il y a des coureurs qui arrivent pas à courir 3,30 mais qui pourraient courir un 47 sur 400 par exemple. Okay. Par contre, ils arrivent pas à courir 3,30 donc ça sert à rien de... Donc c'est pas le plus rapide c'est pas forcément exactement qui gagne la course nécessairement. C'est ça. 800 c'est un peu différent je dirais. Mais 1500 je pense c'est la limite où il faut quand même un sacré bagage d'endurance. Mais il faut tout en fait au 1500. Ouais, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Moi je trouve que c'est une belle épreuve le 1500 pour ça justement parce qu'il faut tout et que c'est pas comme regarder un 10 000 mètres des fois à la télé, des fois c'est long. Est-ce que tu peux m'expliquer après 20 ans comment ça s'est passé? Parce que je sais pas exactement à quel âge justement t'es parti pour la première fois au Kenya. Je suis parti à 2014, j'avais 18 ans, ouais. Ok, ah ouais, donc t'es vraiment parti, t'es parti tôt en fait. Ouais. Parce que là t'as 27, donc ça fait presque 10 ans. Exact. Ouais. La première fois. Ok. Ouais. Et du coup c'était... Tu peux expliquer il s'est passé quoi dans ta tête quand t'es passé? Parce qu'à l'époque, enfin, tu vois, il y a 10 ans au final, c'est parce que c'était, tu le sais mieux que moi, mais c'est parce que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de camps et tout, mais quand j'en parlais un peu à Julien, il me disait qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de camps ici. En fait, quand j'ai fini l'équivalent du bac en Suisse, j'avais déjà dans ma tête que je voulais être professionnel en course à pied. Je l'ai pas trop dit parce que c'est pas trop commun. Enfin, c'était, mais en tout cas, c'était pas très commun. Ouais. En Suisse aussi, c'était difficile à accepter pour ma famille, etc. Mais c'était vraiment mon idée. Et donc, j'avais entendu parler d'Iten et je me dis, j'avais vu que les Kenyans, c'était les meilleurs en course à pied. Donc, je me suis dit, bon, faut que j'y aille. Faut que j'aille m'entraîner là-bas. Et
Et j'avais forcément été inspiré par Bob Tari, le reportage, le célèbre reportage. Je m'en souviens de ce reportage où il se bat un peu contre les Kenyans. Ouais, c'est ça. Et ça m'avait ultra motivé pour venir ici. Et j'ai eu un ami qui était déjà venu, donc il m'avait donné le contact d'un Kenyan qu'il avait rencontré ici. Et du coup, je suis venu ici, j'ai contacté ce Kenyan qui s'appelle Johanna Karienke, et avec qui j'ai logé pendant un mois. Donc t'es pas du tout allé dans un camp et tout, t'es vraiment allé chez direct l'habitant et tout. Fait que t'as vécu un peu la vraie expérience directe du coup. Ouais, c'est ça. C'était cool parce que du coup il m'a un peu tout appris à sa façon et ouais, j'ai adoré. Je suis venu qu'un mois comme stage en fait. Et après j'y suis retourné. Et c'était comment au niveau des entraînements? Du coup tu t'entraînais avec des Kenyans la première fois? Ouais, moi en fait j'avais mon programme d'entraînement que m'envoyait mon coach Marco. Et je l'ai pas du tout suivi en fait. Donc à chaque fois, en fait mon but c'était d'apprendre. Donc j'allais au point de rendez-vous à 6h, 6h30. Premier jour, j'ai vu un groupe, je vais les rejoindre. Je savais pas du tout ce qu'ils faisaient. Je crois qu'on est parti faire 20 km. Il y avait les montres GPS et tout. Ouais, il y avait déjà l'allure sur la montre. Je sais que c'est pas les années 80, mais au final, t'as tellement vite évolué que. Okay. Et du coup, j'ai rejoint des groupes. Enfin, j'ai connu des groupes comme ça, des athlètes comme ça. Et pareil, j'allais sur la piste. À l'époque, il y avait le Camarine qui était vraiment bien. C'est là où tout le monde s'entraînait. Mais qui existe plus vraiment du coup? Depuis qu'ils l'ont refait, il y a moins de gens. Ah, c'est la piste qui fait pas 400? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, j'allais là-bas le mardi et puis je demandais à des gens qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ah, ok, je vous rejoins et voilà, ça se faisait comme ça. Et t'arrivais à suivre les groupes et tout ou c'est parce que oui, t'étais déjà fort, mais au final, tu savais pas trop dans quel groupe tu tombais non plus? Ouais, après, je faisais quand même pas n'importe quoi, mais c'est vrai que par exemple, je sais pas, des groupes, il y en a qui font 10 fois 1000 mètres, il y en a qui font 25 fois 400, c'est des trucs assez standards quand même. Ouais, ok. Donc voilà, je choisissais un peu ce qui me convenait. Ouais. Et j'arrivais plutôt bien à suivre. Après, je suis quand même arrivé, j'ai fini mon stage vraiment fatigué, je vais pas mentir. Ouais. Mais ça a payé par la suite. Ouais, parce que derrière, t'avais fait une course ou pas quand t'es redescendu? Ouais, en fait, j'avais fait les crosses en France d'ailleurs. Ok, les crosses. Il me semble qu'en 2015, j'avais... Ouais, je pense que j'ai gagné les championnats de France. Championnat de junior. France. Ah ouais, t'étais junior en plus. C'est fou de partir à cet âge-là au Kenya, chez un Kenyan en vrai. Tu penses que les gens qui partent aujourd'hui au Kenya, ils se coupent d'une partie du Kenya en partant que dans des centres ou pas? Un peu, forcément. Après, ça dépend quel centre, mais c'est vrai que on apprend mieux si on est aux côtés de locaux, ça c'est clair. Parce que c'est vrai qu'on en voit des locaux dans les centres, mais du coup on sait jamais, enfin c'est pas pareil non plus parce que c'est leur lieu de travail. Et c'est vrai que des fois, moi je serais curieux de vraiment voir la vraie expérience, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire facilement parce qu'au final ça te prend un contact, ou c'est tellement plus facile des fois les centres où on fait pour toi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut manquer un petit peu. Donc un mois, tu t'es entraîné fort. Ton coach il disait quoi à propos de ça? Il te laissait tranquille ou il était un peu genre... il essayait quand même de que j'ai une ligne de conduite quoi, dans mon programme. Mais après, il me connaît, il sait que j'étais venu pour l'expérience. Et il t'a laissé il m'a laissé et il m'a dit on verra bien. Mais non, c'est un coach avec qui je discute, on discute. Donc c'est pas un problème. Ok. Et tu te souviens un petit peu de la suite, comment ça s'est fait? Parce qu'au final, tu le dis que tu veux pas nécessairement dire à tout le monde que tu veux être pro, parce qu'en fait, c'est dur de se vulnérabiliser, de dire qu'on veut être pro quand on fait pas encore nécessairement les chronos des meilleurs. Donc tu le gardes un petit peu pour toi. Et du coup, dans ta tête, il se passe quoi? C'est je vais faire les chronos qu'il faut pour être pro, pour vraiment assumer mon futur statut, genre? Ouais, j'avais pas le choix. Hein. Okay. Après, j'ai eu la chance, aussi j'ai travaillé pour, mais d'avoir les chronos qui sont venus justement très vite. Donc la saison suivante, j'ai fait le record de Suisse junior sur 5000 mètres. C'était quoi le record? Le record, c'était... j'ai couru 13,48. Ouais. Ok. Donc c'était... 13,48 à genre 19-20 ans. Okay. 19 ans. Et ensuite, la même année, j'ai couru justement sur route, je crois, 28,49. Ah, c'est solide à cet âge-là. Donc ça, c'était... je sais pas s'il y avait des records... Il n'y avait pas trop de records d'Europe officiels à l'époque, junior. Mais à mon avis, c'était le record d'Europe. Ok. Maintenant, il y en a? Ça a changé, ça, depuis? Je crois qu'il y a, oui. Ok.
Donc là, tu fais des gros chronos et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis c'est bon ou t'es encore en mode faut que je fasse mieux? Bah, à ce moment-là, j'ai été contacté par des managers, des marques. Ah ouais? Donc c'est là où ça a commencé pour moi. Donc, Ah, tu devais avoir des étoiles plein les yeux. Ouais, au début, on est... Et tu te souviens des marques, est-ce que tu avais des grosses marques qui t'approchaient ou c'était... Bah là, à l'époque, j'ai signé avec Nike. Ah, c'était là où tu as signé avec Nike direct? Ouais. Ok, parce qu'aujourd'hui, tu es avec ASICS. Exact. Et Nike, ça a duré combien de temps à peu près? Jusqu'en 2020. Ok. Ah ouais, quand même. Donc ça a été ton plus long sponsor en fait de ta carrière. Ouais, pour l'instant, ouais. Ok. Donc là, tu es avec Marco. Tu fais des bons chronos. Et après, c'est quoi la suite? Là, tu deviens un senior. Genre, c'est à quel âge senior? Bah, pour moi, c'est à partir de 20 ans, quoi. Okay. Mais après, c'est vrai qu'il y a cette catégorie espoir que j'ai un petit peu... je sais pas comment dire. j'ai pas fait les championnats, en fait, en espoir. Parce que moi, je voulais... un peu. Ouais, exactement. Okay. Pour moi, c'était une catégorie que je considérais pas trop. Parce que tu voulais être direct avec les bons, en fait, ouais, les meilleurs. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas tellement cette catégorie, en fait. Mais après, c'est vrai que j'ai peut-être manqué des médailles à cause de ça. Parce que j'ai pas fait les championnats, mais... Est-ce que c'est parce que tu penses qu'à cet âge-là, on devrait être mélangé avec les... Ouais, je pense. En 20 ans, quand tu vois certains, les performances qu'ils font à 20 ans, tu te demandes... Ouais, c'est ça. Okay. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est... Je sais pas, c'est mon avis. Hein. Ouais, c'est intéressant en vrai. Parce que physiologiquement parlant, je pense que tu peux être au top à cet âge-là si tu commences tôt. Pas sur toutes les distances. Ouais, pas sur toutes les distances. Mais c'est vrai qu'il y a des distances au sprint où tu es déjà quand même vachement bien. Même Jacob, à 20 ans, il était déjà pas mal. Après, hein. C'est une exception aussi. Mais... C'est une exception, c'est vrai. C'est vrai. Tu te souviens un peu de la suite? Parce que je sais que tu as déjà changé de coach. Et est-ce que ça se situe à peu près là où tu changes de coach pour... pas la première fois, mais... Non, j'ai changé de coach en 2020. Donc j'avais... 24 ans. Ah, ça fait pas longtemps. Ouais. Ok, fait que là, t'as le plus gros de ta carrière, en fait, tu l'as fait avec Marco. Marco, ouais. Ok. Tu te souviens de certaines courses plus mémorables que d'autres entre ça et après les grosses perfs que t'as fait là vers 2020? Ça a été genre vraiment constant ou il y a eu des hauts et des bas? J'étais assez constant. En tout cas, sur la route, j'ai toujours été très régulier dans ma progression. Donc, ce que je disais, à peu près 1 minute par année sur 10 kills. Ok. Même quand tu commençais à faire des chronos genre en bas de 29? Ouais, bah... Ouais, après je suis arrivé à 27. Mais je me rappelle qu'à chaque 10 km, je faisais mes records. À chaque 10 km. Ok. Et après, sur la piste, j'ai eu une ou deux saisons qui étaient un peu moins bien. Notamment, il me semble, 2017, je voulais vraiment me qualifier pour le championnat du monde à Londres. Sur quelle distance? Sur 5000. Sur 5000. Et j'étais pas loin, mais à chaque fois, juste pas. Et j'ai abandonné pas mal de courses. Je regrette pas mal. Ah ouais? Parce que je m'étais mis beaucoup de pression pour aller à ce championnat. Et voilà, c'était une saison difficile, ouais. Mais est-ce que tu as l'impression que tu avais la forme, mais que c'était plus de l'ordre de la pression, un truc psychologique? Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose au final de courir sur route et de courir dans des stades ou même pour une place ou je sais pas. Bah, en fait, c'était vraiment la pression, le chrono qui me stressait à chaque course. De faire le standard, genre? C'est ça, ouais. Genre, tu dis, il y avait vraiment... C'était quoi le standard à l'époque? C'était sur 5000, c'était, je crois, 13,25. Ok. Et t'étais à combien Bah, j'avais couru... Moi, j'avais un record à 13,40 et des poussières. Ok. La saison précédente, mais je sentais qu'à l'entraînement, j'étais un cran au-dessus, quoi. Donc, c'était clairement possible, mais il fallait une très bonne course. Il fallait que je sois libre et j'étais pas libre. Ok, t'étais pas libre. Et je sais pas, avec le recul, parce que maintenant ça fait grave longtemps au final, mais avec le recul, est-ce que y a des trucs que tu ferais différemment en termes de, pas prépa mentale, mais de conditionnement mental si tu devais recourir à ces courses-là aujourd'hui? Bah ouais, je courais. Bah j'ai fait beaucoup de préparation mentale depuis et je courais différemment. J'essaierais de pas me focaliser sur le chrono, de chercher des courses vraiment où ça se gagne, par exemple en 13-20. Pas forcément aller des courses qui gagnent en 12-50, vraiment. Parce que jouer la victoire, c'est aussi super motivant. Enfin, des choses comme ça. Alors, quand tu te focuses sur le chrono, est-ce qu'au final, tu as beaucoup de contrôle là-dessus, pas tant que ça? C'est ça un peu l'idée? Ouais, bah pour moi, c'est quelque chose qui me bloque. Quand vraiment j'ai le chrono tous les 400 mètres, c'est difficile. Ah oui, en plus, à chaque tour, du coup, tu as le chrono. Ça se passe comment? C'est qui... Est-ce que c'est l'écran ou tu as vraiment des gens qui te donnent le... Ouais, c'est l'écran. C'est l'écran, ok. Ouais.
Et c'est vrai que sur route, tu l'as pas ça au final. Non. Sur route, t'es peut-être plus dans le flow d'une Ouais, certaine façon. moi, je mets jamais de montre en fait. Donc, Sur tes meilleurs perfs, t'as pas mis de montre? Jamais. C'est ouf ça. Du coup, tu savais. En fait, tu savais comment. Bah, des fois, ça dépend des courses. Des fois, il y a tous les 1 km, il y a une marque et puis il y a la voiture. Okay. Donc, on voit le chrono. Et puis, il y a des courses où je suis complètement dans le flou. Ah ouais? Je vois peut-être aux 5 km. Mais genre, tu t'attaches pas trop. Non, je connais. J'aime bien parce que je connais mes sensations. Ok. Puis, je vais au max que. Mais t'as déjà été surpris du coup, tu sais, genre tu donnes tout, en plus tu sors d'altitude, fait que ça peut un peu changer les repères. Et tu t'es déjà surpris sur des courses à la fin où t'étais toujours à peu près dans ce que tu pensais faire? Bah justement cette course à U en 27-25, quand je fais le record d'Europe, là j'ai regardé la course après, en fait le commentateur disait les chronos de passage, ouais. Et j'étais hyper régulier en fait. Ah ouais? Et moi j'avais pas de montre, j'avais pas de repères. Et j'ai carrément tout couru en 2,45 au kill. Donc en fait, si tu te connais bien, t'as pas nécessairement besoin de checker tout le temps. Je pense, ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu t'entraînes avec ta montre quand même? Ouais, à l'entraînement je suis toujours avec la montre. C'est plus pour quantifier un petit peu ou pour parce montrer que l'entraînement, au coach, j'aime bien avoir mes données. Okay. Puis aussi, je contrôle quand même bien l'entraînement. Ouais. Je suis pas tout le temps. Mais c'est plus un limiteur un peu, genre pour pas aller trop fort. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Ok. Ouais, je me demandais un petit peu, ça ressemblait à quoi ton entraînement dans cette période-là, entre, mettons, 2017, là tu étais vraiment en forme 2017-2020, en termes, je sais pas, par exemple, de volume. Tu te souviens à peu près comment tu faisais? Ouais, j'ai toujours fait un bon volume depuis que je suis jeune. Enfin, j'ai été crescendo forcément, mais à cette période, j'étais entre 160 à 190 par semaine. Okay. Donc régulièrement plutôt à 180, on va dire, de moyenne. Donc un bon volume, ouais. Ouais, quand même. Tu connais un peu ton volume annuel ou c'est pas du tout un truc que tu suis, ça? Non, ça je saurais pas. Moi, j'aime bien savoir les volumes annuels parce que je sais qu'il y a surtout 7000, 8000, je trouve ça vraiment impressionnant à chaque fois. Et au niveau de la qualité, ça se passait comment? Est-ce que tu avais un truc un peu standard comme on voit un peu tout le temps, tu sais, genre mardi, jeudi, dimanche ou samedi? Ou est-ce que c'était un peu tous les jours durs ou ça se passait comment? Non, j'ai pris un peu le standard qu'ils font ici, donc les mardis, jeudis, samedis, avec généralement une séance sur piste, un fartlek et un long run. Ok. Donc ces jours-là. Séance sur piste, c'était des intervalles tout le temps? Ouais. Et après, ça peut varier, ça peut être 2 fartleks, ça peut être des fois des montées. Voilà, mais généralement 3 séances, enfin, en tout cas 2 bonnes séances et un long run. Ok. Et voilà, et après les autres jours c'est tranquille entre guillemets avec quand même 25 kills dans la journée, je dirais. Donc, entre les séances? Ouais. Et des doubles la plupart du temps? Ouais, doublé. Je double tous les jours sauf je dirais je suis à 12 entraînements par semaine. Donc tu doubles 5 fois par semaine? Ouais, c'est donc ça. pas le week-end en gros? Ouais, en gros ça. Après le long run normalement pas, et puis le dimanche après-midi tout le temps. Ok, donc 2 qualités plus une longue. Alors la longue, de ce que je connais un peu de ton entraînement, c'était pas à 5 du kilo là. Non. Non, les long runs, j'ai 2 types de long run que je fais. Donc c'est soit un qui est progressif, donc ça je parle avec mon coach Marco. Ouais. Donc c'est à l'époque, et que je fais toujours maintenant, c'est 25 km progressif. Ok, 25, ouais. Donc c'était entre ça s'accélérait avec le temps, hein, mais normalement on partait autour des 3,25. Ah, vous partiez 1 kilo de facile ou même pas? Non, on s'échauffe avant, on fait 2-3 kills. Ok. Qui comptent pas. Qui comptent pas, c'est genre pour s'échauffer. Ouais, et après on part à 3,25. Ok. Et on descend jusqu'à 3 minutes, 2,55. Et vous étiez vite à 3 minutes ou c'était Non, c'est sur les 5 derniers kills, je dirais. Les 5 derniers kills, c'est peut-être moins de 3 au kill sur les 5 derniers kills. Donc tu pouvais finir un dernier 10 sur ta longue proche de 30 minutes en fait? Ouais, ça m'arrivait de faire en dessous. Ah ouais? Donc ça faisait une moyenne sur un 25, ça faisait entre 3,10 et 3,5 de moyenne. C'est impressionnant. Et au début, tu le digérais bien au début? Ou c'était dur? Parce qu'en plus là, pour les gens qui nous écoutent, on parle de 2400 mètres d'altitude, c'est vraiment pas du tout pareil. Là, pour m'entraîner ici, moi j'ai l'impression que c'est à peu près 15 secondes de différence mes allures au début. Avec le temps, j'imagine ça va de mieux en mieux. Mais quand même, tu peux jamais vraiment faire les mêmes allures, on est d'accord? Non, forcément, c'est ça le bénéfice. Ouais. Et du coup, tu les prenais bien ces longues ou ça a pris du temps avant de t'habituer?
Non, ça va. J'ai toujours eu une bonne capacité de récupération. Après, ça dépend. Si je suis en forme, je récupère super vite. Si je suis pas en forme, il me fallait 2-3 jours. Ok. Et après, l'autre type de long run que je fais, c'est plutôt un rythme moyen, donc autour des 3,30, 3,35. Ouais. Et plus long par contre, entre 30 et 40. Donc presque spécifique marathon en fait, un peu. Ouais, et ça on le fait souvent sur du vallonné par contre. Ça on cherche plus les travailler les muscles et la fatigue musculaire. Est-ce que tu as l'impression que... C'est une question que je me posais récemment parce que tu vois, là j'ai fini une semaine à 200, donc c'est quand même beaucoup, mais tu vois, je fais quand même beaucoup de kilomètres au niveau de l'air. Et je me suis rendu compte qu'ici j'avais 2000 mètres de D+, tu vois, à la fin, ce qui arrive jamais, tu vois, en ville normalement. Est-ce que tu penses que, premièrement, c'est un truc qui fait que tu gagnes plus de forme au Kenya? Et est-ce que tu penses que ça peut, d'une certaine façon, remplacer un peu de la muscu? Ouais, non, je pense que c'est un travail qu'on sous-estime. Et ouais. En fait, c'est un travail naturel de force qui fait que, aussi, quand on fait ici un 30 kg ou un 40 kg, ça équivaut à plus en fait. Ouais, j'ai l'impression que tout est plus en fait. Du coup, c'est dur de quantifier. Toi, t'as une idée des plus que tu fais à la fin d'une semaine? Ça ressemble à ça ou pas trop? Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. En 2 et 3000, c'est rare, mais ça peut monter sur des grosses semaines, ça pourrait monter proche de 3000 pour certains. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'ils sont forts entre les Kenyans aussi. Parce qu'en fait, tu travailles tout. J'ai l'impression que ça amuse beaucoup les mollets, ça amuse les fesses, ça amuse les ischios. Ouais. C'est impressionnant. T'as un exemple de séance de fartlek que tu fais? Donc, le fartlek dans les chemins, du coup? Nous, on aime bien faire les fartlek sur la route quand même. Ok, sur la route. Plus spécifique. Ça dépend un peu de ce qu'on travaille. Si, en tout début de préparation, on peut les faire sur les chemins. Okay. Après, ce qu'on cherche, c'est vraiment la vitesse. Donc, sur les chemins, c'est difficile. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué ici. Dès qu'on fait des fartlek dans les chemins, je regarde même plus le chrono parce que c'est démoralisant en fait. T'avances plus. Après, c'est un travail général qui est bien, de conditions physiques. Mais quand on travaille vraiment du spécifique, je pense qu'il faut mieux aller sur la route et se rapprocher des allures des courses qu'on prépare. Donc tu mettrais les fartlek dans les chemins plus en prépa générale. Ouais, et ou après, prépa cross, après ça dépend. Prépa cross, ouais. Mais dès que tu fais du marathon et tout, peut-être les 2 derniers mois, c'est mieux de faire sur route. Ok, c'est intéressant. Et c'est quoi un exemple de fartlek? Si j'en donne 2, il y a vraiment le fartlek hyper dynamique qu'on fait, c'est par exemple 4 minutes, 2 minutes, ensuite on passe sur 2, 1,30, 1. Donc la moitié du temps de récup à peu près sur les longs. Ouais. Ok. Donc je sais pas, 3 ou 4 fois, 4, 2, ensuite 5 fois 2, 1,30 et puis 10 fois 1, enfin quelque chose comme donc ça. Ça change quand même, c'est pas que la même chose. Non, ça change pendant le fartlek. Et ça, c'est à peu près un fartlek de 50 minutes environ. Ouais, quand même. Et est-ce que les récup c'est facile ou est-ce que... Non, alors nous les fartlek, c'est très rare qu'on fasse les récup tranquilles, donc on les fait à tour de 3,30. Je trouve ça fou. Donc en fait au final t'arrives à la fin du fartlek et t'as aussi 3,10, 3,5 de moyenne sur le total. Surtout donc en fait tu finis avec 17, 18 bornes facile juste sur la qualité. Ouais. Donc en fait c'est pas genre... le 6 du kilo entre et après tu bourrines, c'est presque... Non, ça c'est très rare qu'on fasse ça. Donc c'est plus de c'est de l'endurance et de la vitesse, mais du coup, est-ce que vous pouvez aller très vite sur... on va quand même sur les 4 minutes, peut-être 2,55 et ensuite on descend à 2,50, 2,45. Ce qui est pas ultra rapide, mais qui est quand même... Parce que 2,55 pour toi, au final, c'est ton allure 30. C'est c'est vrai. Oui, mais après, on est en altitude. Ouais. Puis c'est sur du vallonné en plus, tu disais. Non, c'est sur du plat. C'est souvent à Moïben. À Moïben, ok. La longue route. Mais Moïben, tout le monde pense que c'est plat, mais c'est jamais plat en fait. C'est un petit peu vallonné. Globalement, ça descend un peu, mais il y a toujours des petites relances et tout. Je trouve ça difficile. Ok, fait que ça, c'est intéressant. Et puis on a un deuxième fartlek. Enfin, c'est entre un tempo et un fartlek. C'est dans le même esprit, mais c'est sur une distance. Donc on fait par exemple des 2 kills. À une allure spécifique, récup 1 kg moyen. Donc ça, on peut le faire jusqu'à entre 15 et 20 kg. Donc ça, on appelle ça du seuil un peu, ça ressemble mais c'est des allures aussi qui se rapprochent de 55, de 50 et récup à 3,20. Donc là, ça donne une moyenne encore un peu meilleure que l'autre fartlek. Ouais, ça c'est dur. Parce que, est-ce que du coup, le but de ce genre de séance, c'est d'habituer ton corps à récupérer à des allures qui sont... pas lent, mais c'est quand même rapide, même si c'est ça un peu l'idée. Ouais, il y a ça, et puis aussi, en fait,
l'idéal, ce serait de faire un tempo continu de 15 kills, sauf que on récupère moins bien de ça. C'est presque comme une course. Ouais. Surtout donc en altitude, du coup. De le couper en faisant ces récup-là, c'est plus facile et puis au final, c'est le même effet. C'est pratiquement le même effet et tout. Ok, c'est intéressant. Mais est-ce que si t'étais au niveau de la mer, tu ferais quand même ça ou du coup tu ferais des plus longues répétitions? Ouais, je ferais ça, mais je ferais plus rapide. Ok, tu ferais plus rapide. Ok, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est le fait que vous couriez jamais lentement, je trouve, entre les... Parce que toi, la plupart des gens qui s'entraînent, ils font vraiment toujours super lent entre les rapides. Mais pas vous. Je trouve ça intéressant. Après, là, je parle d'une préparation 10 kills semi. Peut-être sur des encore plus courts, c'est intéressant, ou quelque chose de plus nerveux, comme des crosses, c'est intéressant de faire ça, d'avoir peut-être plus de différence entre la récup et... Plus de récup et pousser peut-être plus fort. Ouais. Donc ça dépend ce qu'on travaille, ça dépend le moment de la saison. J'imagine que ça dépend de l'athlète aussi, ses qualités. Ouais. Et au niveau des séances sur piste, est-ce que c'est classique, je sais pas, des 400, des 1000, des 2000, des 3000 ou... Alors sur piste, c'est vraiment hyper varié. Enfin, je fais rarement des 10 fois 1000 et justement des 400. Souvent, on commence par une distance des 2000, puis on réduit des 1600, ensuite des 1000. Donc pendant la séance, on part sur du plus long et on réduit la distance. De plus en plus vite, du coup. De plus en plus vite. Puis ça donne quoi comme genre de volume juste de qualité? J'ai toujours bon volume, normalement entre 10 et 14 si je prépare un 10 kills semi. Ouais, pour du 10 kilos. Donc si c'est du semi ou du marathon, c'est encore un peu plus... Non, semi c'est la même chose, entre 10 et 14, plutôt vers 14. Et marathon, là j'ai préparé avec un autre coach, donc j'étais plutôt à 20, 18-20 de volume. Donc plus élevé. Ouais. Ok. Parce que hier, on était sur la piste et il y avait Samuel Barata, tu dois connaître, il s'entraînait et je le voyais, il courait, mais il s'arrêtait jamais en fait. Et en fait, il faisait 4 x 5 kilos à genre 3,9, 3,10, tu vois. Puis il fait genre peut-être 59 quelque chose. T'en penses quoi de ces séances-là? Tu trouves que c'est des bonnes séances pour toi, là, pour l'altitude? 4 x 5 kills. 4 x 5 kills sur la piste. Moi, je le ferai pas sur piste. Je le ferai sur route et puis justement, je le ferai avec 1 kill en moyen entre. Ça, c'est une séance typiquement pour le marathon. Pour le marathon? Ok, lui, il s'entraîne pour Valencia, de ce que j'ai compris. Mais je trouve ça, 20 kilos sur la piste, là, quand même. Si on peut le faire sur la route, je pense que c'est mieux sur route, sur ce genre de séance. Ça sera peut-être plus dur aussi, du coup. Vu que ça peut-être qu'il aime bien contrôler l'allure, vraiment. Je sais pas. Et puis pour peut-être la nutrition, des fois, c'est plus facile aussi. Est-ce que tu te souviens, j'étais curieux de ça, d'une de tes séances juste avant le record d'Europe? Parce que j'imagine que tu devais envoyer des grosses séances à cette époque-là. Tu te souviens un peu dans le mois avant, genre un petit peu ce que tu faisais? Même parce que je sais que c'était en altitude, mais ça doit être quand même impressionnant. Honnêtement, avant mon record d'Europe du semi, j'ai pas de séances qui m'ont marqué. Ah ouais? Par contre, j'étais hyper régulier et j'ai manqué aucun entraînement. Ok. Donc vraiment, Et puis voilà, il faut savoir, les jours tranquilles, pour moi, c'est quand même 16 kills le matin à 3,45. Ah, c'est ton pace de jog, ça, à 3,45? C'était, en tout cas le matin. L'après-midi, c'est vraiment tranquille. Et tranquille, c'est quoi, juste pour être sûr? L'après-midi, on est à 4,20, 4,30. Non, mais c'est parce que les gens, ils se rendent pas compte. Donc c'est ça, c'est plutôt l'enchaînement. Et puis après, j'avais fait... franchement, j'avais pas d'entraînement qui était fou. Par contre, l'année d'après, où j'ai recouru au rack, et où j'ai pas très bien couru, j'ai couru 1h et 20 secondes. Et là, j'étais vraiment, vraiment en forme. Je sais pas ce qui s'est passé pendant la course, mais j'avais fait une séance 14 kills tempo à 2,53. Ici? À 2,53. Après 1 kill de récup en 4 minutes. Et il me semble que c'était 4 ou 5 fois 1 kill entre 2,45 et 2,30. Ouais, c'est fou. Et est-ce que t'étais tellement en forme que la souffrance, ça allait ou c'était quand même vraiment dur? Non, je sentais... À cette époque, je sentais... Ah, tu volais, en fait. Ouais, c'était ça, en fait. Chaque entraînement était incroyable et je m'attendais à courir vraiment vite. Ok, donc là tu le savais en fait. En même temps, quand tu fais 14 kilos, ça fait genre tu passes le 10 en, je sais pas, 28. J'étais en 28-50. C'est impressionnant. Putain, en fait, on se rend pas compte ce que, par exemple, ceux qui font le record de semi, ou tu sais, s'il y en a quelqu'un qui tourne en 57, là, 58, ça va être monstrueux en fait, les entraînements qui passent ici. Je pense que
Ça doit pas être... c'est impressionnant, à 2,53. Et t'étais tout seul sur ce genre d'entraînement ou t'avais un groupe avec toi? Non, j'ai toujours eu mon groupe et puis j'ai des gars qui arrivent à suivre. Hein, ils te suivaient sur ces... sur cette séance, j'avais un athlète qui avait suivi. Ouais. Et c'est des mecs qui descendent au niveau de la mer pour compétitionner quand même ou pas trop? Ouais, okay. Après t'en as certains qui sont ultra forts à l'entraînement et qui malheureusement perdent pas... ah ouais, quand ils descendent? Quand ils devraient, ouais. Tu crois que c'est dû à quoi ça? Je sais pas s'il y a aussi une capacité, génétique pour certains coureurs en altitude. Okay. Je parle pas forcément de qu'on soit Kenyan ou européen, mais même entre les Kenyans, il y en a qui sont plus aptes en altitude que d'autres. Okay. Ou alors après il y a aussi juste le mindset, quoi. Dès qu'on arrive en compétition, faut être un animal, quoi. Parce que ça va être stressant pour un Kenyan au final, parce que t'as pas 1000 chances si ça marche pas. Après le manager il va peut-être moins t'envoyer et en vrai quand tu cours plus pour les finances et tout, c'est peut-être plus stressant. Et il y a aussi, enfin j'ai lu 2-3 papiers sur l'altitude et il y a quand même c'est un stress en fait, ils disent de venir en altitude mais aussi de redescendre. Et si quelqu'un est né en altitude et que pendant 20 ans il est jamais descendu au niveau de la mer, en vrai ça peut être un stress quand même. Ou alors il est peut-être trop en forme et il peut partir 10 fois trop vite sur les premiers 5 ou je sais pas, ça je suis pas scientifique pour ouais mais je me demande parce que quand t'es né ici et que tu pars pour la première fois au niveau de la mer, ça doit être quelque chose quand même, au niveau des globules rouges et tout. Tu crois que l'altitude, elle a eu quel genre d'effet sur ta progression? Parce qu'au final, tout le monde vient en altitude, tu sais, pour juste avoir les bénéfices de l'altitude, mais j'imagine que c'est pas 100% de ça qui fait que tu progresses quand tu vas au Kenya. T'en penses quoi, toi? C'est une partie de ce qui m'a fait progresser. Mais après, pour moi, la plus grande partie, c'est vraiment le fait que j'ai réussi que je m'entraîne en groupe ici et que c'est ça, pour moi c'est vraiment le groupe qui m'a fait progresser, donc Et c'est quoi la partie du groupe qui te fait progresser? C'est genre déjà c'est tout le temps et... déjà c'est le mindset. J'ai adapté, je pense, le mindset des Kenyans, qui est que voilà, on s'entraîne pour être le meilleur. Et personne se plaint, on peut faire je sais pas, on veut partir 40 kills, il y a pas de problème, en fait il y a pas de limite. C'est ça. J'ai l'impression qu'en Europe, il y avait beaucoup de limites mentales qui sont moins là maintenant, ces années, je pense. Ah ouais, tu trouves que ça a changé là-dessus? Le niveau européen a quand même vachement augmenté ces dernières années. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de limites. Je sais pas, les gens voulaient être les meilleurs de leur pays, pas forcément les meilleurs... ils pensaient que c'était impossible de battre... les Africains de l'Est. Je crois qu'on a un peu idéalisé les Africains juste en disant ils sont faits pour ça, puis c'est toutes sortes de stéréotypes. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent c'est génétique, de toute façon on n'a aucune chance, etc. Et moi j'étais convaincu de l'inverse et c'est pour ça que je suis venu ici. Au final t'as prouvé que c'était pas qu'une question de gène, quoi. Il y a des gens qui sont faits pour la course partout dans le monde. Je pense pas que c'est parce qu'il y a une tribu qui est au top niveau en course que c'est forcément génétique. Pour moi, non. Ouais, puis en fait, même si ça l'était, le fait de le croire, t'es déjà en train de perdre, en fait, d'une certaine façon. Ça. Parce que, imagine, c'est pas vrai, en fait, vu que tu le sais pas. Et en fait, j'ai l'impression que tu perds un peu confiance en toi. Au final, si tu penses que de toute façon, ils ont un avantage, que tu peux rien faire. C'est un peu déprimant presque de penser comme ça, j'ai l'impression. Ouais. J'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur ce qui s'est passé entre record d'Europe et la grosse forme. Tu fais des entraînements, tu fais des gros perfs. Et aujourd'hui, où, je sais pas comment le dire, mais c'est plus difficile pour toi. Puis au final, vu que t'es loin, c'est difficile d'avoir ton analyse là-dessus. Je sais pas toi, où t'en es là-dessus, mais j'aimerais bien avoir comme ton avis, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont plein d'avis, mais du coup, c'est peut-être toi qui as le meilleur avis sur ta situation, en vrai. Donc, Ah ouais. Non, mais pour être clair, j'ai changé de coach en fait en 2020. Ouais. Parce que mon coach Marco pensait qu'il pouvait pas m'amener plus haut que ce qu'il avait fait. Parce qu'il faut savoir que lui, il a un job à plein temps dans une banque. Il est pas coach à temps plein? Non. Il coach d'autres athlètes que toi? Il est coach de mon club, il coach pas mal d'athlètes de mon club personnellement. Donc ça, c'est sa passion, mais c'est pas son job. Ok, je comprends. Et pour moi, il pensait que j'avais besoin de quelqu'un qui soit plus là à mes côtés. Ok. Mais c'était plus lui du coup que toi? C'est lui qui m'a dit. Ça, on savait pas déjà. Parce qu'en fait, on avait eu pas mal d'échecs sur la piste et il n'arrivait pas à trouver. Enfin, il pensait qu'il n'arrivait pas à trouver des solutions. Donc il m'a dit, je pense que c'est mieux que tu trouves un autre coach. Et on s'est tourné vers Renato Canova. Donc, coach j'ai fait italien. une vidéo sur le personnage juste avant.
Et c'est une philosophie qui est assez proche quand même de ce qu'on fait. Ouais. Ça jouait, mais c'était un cran dessus. Donc, en difficulté, tu veux dire? Ouais, c'est un cran dessus. Et en tout, volume, intensité, etc. Okay. Et le but, c'était aussi que je passe par lui parce que je voulais passer sur marathon. Ok, donc lui, il est connu quand même pour faire... Ouais, il a coaché il est ultra célèbre et son programme est bon pour le marathon. C'est le meilleur programme, je pense, pour le marathon, si on peut survivre. Ce qui est quand même une condition importante. Ouais. Parce que si tu te présentes pas sur la ligne d'arrivée, t'as moins de chances de faire un bon chrono aussi. De départ, excuse. Ouais. T'as moins de chances de faire est-ce que je serais quand même curieux d'en savoir plus sur... parce que tu t'es fait coacher 2 ans à peu près avec Renato? Non, en plus, à partir d'octobre 2020 jusqu'à cette année, début d'année. Février. Donc 3 ans à peu près. 2020, 2021, 2022, ouais, même plus. Donc 3 ans. Et voilà, donc avec Renato, c'est un programme difficile et moi je suis quelqu'un qui veut toujours en faire plus. Donc j'ai essayé de suivre. Et malheureusement, c'était un peu trop, je pense, pour mon corps. Donc j'ai enchaîné les blessures, les maladies. Ah ouais. Et petit à petit, au lieu de... Je m'entraînais plus dur que jamais, mais mes perfs commençaient à baisser. Et c'était hyper frustrant. Ouais, parce que tu donnais plus de toi, mais t'avais moins de retour. C'est ça. Ce que t'avais jamais eu en fait depuis le début au final. Non, parce que j'ai eu l'habitude je donnais plus, mais comme Marco me connaît tellement bien, qu'il savait qu'il fallait me donner moins en fait à l'entraînement. Ah, en fait, donc, il ajustait en fonction de ta personnalité. Exactement. Le plan. Et c'est ça, je pense, qui manquait avec Renato. C'est plus une discussion. J'avais moins de discussions en fait. J'étais moins ouvert avec lui. Et comme c'est quelqu'un qui pousse toujours l'athlète à la limite, et moi je suis déjà au-delà de la limite, c'était une combinaison qui a pas marché. Est-ce que tu penses qu'il y avait une barrière de la langue aussi un peu au niveau de la communication? Un petit peu aussi. Est-ce que vous parliez anglais du coup? Anglais. T'avais pas appris l'italien pour ta relation avec ton coach? Ouais. Ok. Et donc lui, il t'envoyait le plan, puis toi tu faisais le plan, voir un peu plus. Et du coup, comment ça se passait avec ton groupe? Est-ce que comme t'as changé de coach... Parce qu'en fait, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais si vous vous entraînez ensemble et que toi t'as un plan, du coup eux ils font ton plan en fait. Ouais, c'est ça. Déjà, j'aurais demandé est-ce que c'est ok si on change de coach, parce que forcément, je suis pas tout seul, on est une quinzaine. Ah ouais. Donc ils ont accepté, on a essayé. Et il y a d'autres coureurs qui se sont ajoutés au groupe qui étaient déjà coachés par Renato. Donc le groupe s'est agrandi. Il y avait des gars hyper forts qui sont venus aussi. Ah, il y avait des gars encore plus forts qui sont venus. Ouais. C'est quoi des gars encore plus forts en fait? Par exemple, quelqu'un comme Eric Kiptanui qui court à 58-40 ça commence à être sur semi. Un autre, Joss Fatboy, qui était lièvre de Kipchoge quand il a fait son premier record du monde en 2h01. Ok, ouais. Donc des gars comme ça qui font que aussi à l'entraînement ça commence à être toi, t'avais pas envie de les laisser partir non, c'est un peu l'effet de groupe quoi. On essaie de suivre jusqu'à qu'on puisse plus. Et je pense que c'est un tout qui fait que c'était trop. Et voilà. Tu penses que c'est la limite du groupe des fois ou pas? Est-ce que t'as l'impression que c'est... Parce qu'au final, oui, t'as ta part de responsabilité, mais en même temps, quand t'es compétiteur, c'est dans toi, tu vois. Ouais, il faut vraiment... C'est difficile à gérer, en fait. Plus le groupe est grand, plus c'est difficile. Plus le groupe est fort, plus c'est difficile. Penses-tu que quand c'est plus grand, c'est parce que t'as, au final, moins de contact avec chacun des gars? Exactement, et puis t'as moins de contrôle, parce que... Enfin, voilà, sur 25 personnes, imagine... t'en as forcément 2 qui se sentent bien aujourd'hui et t'en as 10 qui se sentent moins bien et voilà, si t'es vraiment le plus fort c'est facile parce que tu peux gérer, même en étant moins bien t'es quand même plus fort ou aussi fort qu'eux. Par contre si t'es à la limite ou t'es un peu moins fort, là t'es tout le temps à bloc. Et c'est là la limite du groupe où il faut savoir se connaître, savoir laisser partir quand il faut. Toi c'est une question de maturité athlétique ou pas? J'ai l'impression que je l'ai toujours pas, ça. Non, c'est pour ça que je m'entraîne jamais avec des mecs plus forts que moi, parce que je suis pas capable, en fait. Non, c'est hyper dur. En fait, faut savoir lâcher prise. Faut savoir lâcher son mode compétiteur ou savoir quand l'avoir. Quand être compétiteur. Et choisir ses jours. Et que c'est pas celui qui gagne l'entraînement qui est nécessairement ça c'est aussi de la confiance. La confiance, ok. Mais c'est vrai que c'est dur parce que quand t'as envie quoi de faire toujours plus, je pense que c'est normal pour les athlètes de ton niveau aussi là. Donc et Renato, est-ce que il le voyait quand même que c'était peut-être un peu trop dur ou ça a pris du temps? Forcément, il essayait de trouver des solutions. Il voyait que j'étais blessé. Il s'est gratté la tête. Ah ouais.
Et enfin, il a essayé, mais ouais, au final, je crois que c'était juste une combinaison qui marchait pas. Une combinaison qui marchait pas. Okay. Et voilà, après avoir essayé pendant 3 ans et que je vois que ça marche toujours pas, je me suis fait une raison et enfin voilà, il faut changer quelque chose à un moment parce que c'est voilà, s'entraîner plus dur pour faire des moins bonnes perfs et surtout ma santé commençait à être vraiment endommagée. J'ai eu des périodes, j'étais blessé, j'ai eu des fractures, j'en ai eu 2 ou 3. J'ai eu des maladies où j'étais KO pendant 2 mois. Enfin, des trucs qui commençaient à être un peu graves, je dirais. Inquiétant, ouais. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, tu regrettes, mais est-ce que si c'était à refaire, tu t'aurais changé plutôt les choses ou tu es content avec ça et t'as tiré des leçons? C'est difficile de dire que je regrette parce que je pense que j'ai beaucoup appris et que ça va beaucoup me servir pour le futur. Et c'est dur à dire maintenant parce que j'ai pas les résultats escomptés, mais j'en suis certain, donc non, je regrette pas. Ok. Parce qu'au final, t'as 27 ans. On voit l'âge de certains marathoniens aujourd'hui, des meilleurs, qui ont plus que 37. Donc, en fait, ils pourraient être restés beaucoup plus que 10 ans pour bien perf sur marathon, qui, je pense, est un de tes objectifs marathon aussi à long terme. Parce qu'au final, tu t'entraînes comme un marathonien depuis super longtemps, quoi. T'as le volume, t'as les longues. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, pour passer sur marathon. J'étais un peu curieux de savoir ce que tu avais fait, si tu as envie d'en parler ou pas, hein, en préparation mentale, justement. Parce que prépa mentale, c'est pas que c'est tabou, c'est que c'est pas super populaire. Tout le monde va chez le kiné, tout le monde va faire de la muscu et tout, puis les gens en sont fiers. Mais si tu vas voir un préparateur mental ou encore pire, un psychologue, c'est que t'es faible. C'est que t'es faible, tu vois. T'en penses quoi de ça? Non, bah, je pense que ouais, c'est ridicule de penser ça, en fait. Ouais. Parce que bah, le mental, à mon avis, c'est une énorme partie de la performance. Après, qu'est-ce qu'on entend par mental? Ouais, c'est ça. C'est quoi ta perception du mental, en fait? Pour moi, ce qui est le plus dur, je dirais le mental à long terme, c'est d'être motivé tous les jours enfin, c'est là où je vois que la différence entre un coureur qui va être au top et un coureur qui sera moins au top. De jamais avoir de baisse de motivation, en fait. Exact. Donc, tous les jours être motivé. Donc ça a jamais été mon problème. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ça a même été ce qui a joué contre toi. Exact. Exact. Mais après, il y a un autre côté, il y a gérer le stress. Donc ça, c'était la première fois où je me suis dit, là, il faut que je fasse appel à quelqu'un. Donc j'ai un sophrologue qui s'appelle Erwan Treger, qui m'a aidé à gérer le stress parce qu'en fait, j'avais tout ce qu'il fallait à l'entraînement. Et en compétition, des fois, je perdais les moyens, je savais pas pourquoi. Parce que tout simplement, je me mettais trop de pression. Donc ça, c'est... Puis après, il y a les détails à aller chercher. Quand on est vraiment en souffrance, aller toujours plus loin. Ça, je pense que c'est aussi pas quelque chose... Enfin, c'est quelque chose qui est en moi, ça, je peux le faire. Ouais. Mais faut arriver à le faire dans le bon moment. Et ça, je pense que des coachs, un préparateur mental peut aider à ça. À vraiment cerner, arriver à donner le meilleur quand on doit. Ok. Et comment t'as eu le déclic de te dire... Ça a pris du temps pour toi, en fait, de dire je vais me faire aider par quelqu'un qui connaît un peu mieux la psychologie? Ou t'as pas eu de mal et tout? Je me rappelle plus très bien comment ça s'est passé, mais je me rappelle que, en fait, à chaque compétition importante, je perdais mes moyens. Et donc, je me suis dit à un moment, je pense que quelqu'un m'a conseillé, et j'ai pas eu de problème avec ça. Enfin, pour moi, j'ai pas de problème d'ego. Ouais. Et t'as senti des résultats Ouais, bien sûr. Ouais. En genre à peu près, peut-être je dis plus ça pour les gens qui hésiteraient, ça t'a pris combien de temps à peu près pour voir des résultats? Non, c'est rapide, déjà en quelques séances. En quelques séances, il y a déjà des trucs. Des fois, c'est juste des déclics. C'est assez fou, quelque chose qui nous bloque. Poser les bonnes questions et en fait, j'ai jamais vu ça sous cet angle. Est-ce que tu conseillerais aux gens de manière générale ce genre d'approche, en fait, parce que c'est très rare les coureurs amateurs qui vont faire appel à un préparateur mental, je pense c'est extrêmement rare. Et même au niveau professionnel, j'ai pas l'impression que ce soit monnaie courante, mais je pense que tu sais mieux que moi au final. Je pense que ça se développe. J'ai entendu encore Josh Kerr qui parlait, qui a battu Guy Brixton sur 1500, qui disait qu'il avait mis en place aussi un coach mental. Ok. Et donc, si quelqu'un qui est champion du monde dit ça, c'est que... Ça a bien marché quand même, j'ai l'impression pour lui. Je pense que, voilà, si les gens pensent qu'ils ont besoin de ça,
pas tout le monde a forcément besoin, hein, je dis pas, mais faut pas hésiter. De toute façon, il y a rien à perdre, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est la honte, un signe de faiblesse, mais c'est dommage. Il y a beaucoup plus de gens qui font appel au préparateur mental qu'on le pense. Ouais, mais ils vont pas forcément le dire sur les réseaux sociaux et tout. On a déjà parlé pas mal du Kenya, mais j'avais quand même des petites questions. Sur les commentaires des gens, il y a beaucoup de gens qui me demandaient est-ce qu'il se rend compte à quel point il a inspiré une génération de coureurs et tout. Toi, tu t'en rends compte parce qu'en fait, t'es jeune, mais du coup, tu t'en rends compte à quel point il y a beaucoup de coureurs qui se sont mis à la course et tout parce qu'ils ont vu tes perfs et tout. Ou je sais pas à quel point, mais c'est vrai que ça me fait plaisir parce que moi, j'ai toujours été moi-même en fait. J'ai fait ça parce que c'est ce que je voulais faire. Ouais. Et j'aime bien casser un peu les barrières parce que pour moi, par exemple, en Suisse, j'aime mon pays, qu'on s'entende, mais j'ai l'impression que tout le monde fait un peu ce que tout le monde fait. Et moi, j'ai voulu faire ce que j'aime faire, pas ce que tout le monde fait. Ah, mais t'as osé du coup. Et voilà, j'ai osé, mais j'avais aucun risque à prendre. Je veux dire, j'ai essayé de faire ce que j'aime, et au final, quand tu vois ici les gens ce qu'ils font avec rien, absolument aucun argent. Moi, je suis chanceux, j'avais quand même un petit peu d'argent que mes parents m'ont donné. Enfin, je sais que si ça marche pas, je peux retourner faire des études. J'ai une sécurité. Donc, j'ai pas pris vraiment de gros risques au final. Alors qu'ici, je trouve qu'il y a des gens qui ont vraiment zéro dans leur compte en banque et qui essayent. Ok. Donc, voilà. Bah, en fait, après, c'est parce que je pense que t'as vu des gens encore plus que toi, mais tu sais, pour plein de gens, partir au Kenya comme ça, à genre 17 ans, chez quelqu'un que tu connais pas et tout, c'est très audacieux comme comportement, et je pense que ça a inspiré beaucoup de gens, et je pense même, puis on pourra jamais le savoir, mais je pense que c'est ce qui fait qu'il y a autant de gens aujourd'hui. Tu vois, t'as contribué au fait que autant de gens viennent explorer Iten et le Kenya de manière générale, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu es resté au Kenya après? Parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais tu y allais plusieurs fois avant de t'installer. Mais c'est quand que tu as eu le déclic de t'installer ici? Parce que c'est pas rien comme décision quand même. En fait, avant d'y aller déjà ici, j'avais dans l'idée de m'installer ici. Ah ouais? J'avais l'idée, et après je suis venu ici un mois, et après j'étais sûr que j'allais retourner et m'installer. Donc la deuxième fois, j'y suis allé, il me semble 2 mois. J'ai fait une course, je suis retourné 2 mois, donc pendant l'hiver, je suis allé 4 mois. Ok. Et puis l'année d'après, je crois que j'ai posé mes valises. Ah ouais, mais où du coup? Je louais des appartements. Ok. Ouais. Mais en fait, t'as jamais été dans un camp au Kenya? Enfin, à Iten, t'as jamais été dans un camp? Je suis parti... j'ai monté un peu les échelons. Au début, j'étais avec mon pote, justement, qui m'a accueilli chez lui. On n'avait pas d'eau. L'électricité de temps en temps, enfin c'était assez rudimentaire. Ensuite après j'ai eu quand même l'eau au robinet. Ok, puis il n'y a pas d'eau potable non plus, non, ce qui est en bouteille. Ouais, et enfin voilà, j'ai jamais eu de problème avec le confort. C'est aussi ce que je recherchais, un peu la vie dure pour t'endurcir aussi. Exact. Et tu le vis comment quand tu rentres, parce que maintenant que ça fait longtemps que tu es ici, tu le vis comment, le confort occidental? Est-ce que tu le vis bien et t'es grave content de reprendre une douche avec plein de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que tu trouves ça presque superflu, en fait, avec le recul? Non, j'ai appris à m'adapter. Au début, c'était hyper difficile de revenir en Suisse. Pour quelle raison? En fait, justement, je trouvais que tout était superflu, même le comportement des gens, ça me choquait. Ah ouais? Parce qu'ici, en fait, c'est quand même pas mal de pauvreté, on va pas se le cacher. Ouais. Et de voir ça et le contraste avec l'Europe, c'était choquant pour moi. Donc je me sentais pas bien. Genre un peu surconsommation et tout? Ouais, tout ça, et les gens qui se plaignaient, les gens qui étaient presque déprimés, je trouvais, la journée, quand j'allais dans le bus, les gens qui fumaient sur la route, enfin des petites choses comme ça, où j'étais complètement déboussolé et je comprenais pas trop. Mais c'est paradoxal au final, parce que quand moi je viens au Kenya, on dit que c'est un pays pauvre, mais sérieux, alors c'est peut-être parce que je suis blanc, je sais pas, mais j'ai l'impression que les gens ils sont heureux, tu vois. Enfin, quand je dis heureux, tu vois, je veux pas non plus dresser un portrait qui est faux, mais je sais pas le mot exact, mais ils ont l'air contents de vivre, ils sourient beaucoup, tu vois, tu peux pas mentir là-dessus, ils sourient beaucoup, alors que sur le papier,
bah, ils ont moins que nous, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu reviens, bah, tu vas dans le métro, tu vas dans le bus, tu vas dans la rue, putain, les gens, bah, beaucoup, ça veut pas dire qu'ils sourient jamais, mais ils font plus la gueule. Ouais, ça pose la question de ce qu'on a vraiment besoin dans la vie. Ouais, mais en vrai, c'est, même moi, hein, clairement, je vis en abondance, j'ai trop et tout. Mais quand je vis au Kenya, je vis presque une dépersonnalisation. Je me dis, putain, mais en fait, est-ce que ça fait du sens? Parce que je suis aussi heureux qu'ici, si ce n'est un peu plus, parce qu'en fait, j'ai moins de stress. Parce qu'il y a moins de. En fait, quand t'as moins de trucs, t'as moins de possessions, t'es moins stressé aussi. Ouais. Mais ouais, non, c'est. Des fois, tu remets beaucoup en question quand même. Alors, toi, j'imagine que t'as fait ton choix vu que t'es venu ici. Ouais. Mais je trouve que tu vois, c'est pas que la course en fait. Quand tu viens ici, tu te rends compte de plus de trucs que tu pensais. Et c'est pour ça que j'aimerais bien des fois avoir plus de contact avec la vraie population. Là. Pourquoi tu crois que les gens ils viennent s'entraîner de manière générale à Iten? Et quand je dis les gens, c'est les Occidentaux. Bah parce que c'est devenu connu. Hein. Ouais, populaire. Ça, genre. c'est ultra développé. Bah, aussi de par les réseaux sociaux. Et voilà, les gens ils viennent, je pense, principalement pour l'altitude et parce qu'il fait chaud, surtout en hiver. Ouais. Et puis après, la plupart découvrent la culture et ils adorent ça et ça fait qu'ils reviennent. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent. Bah, moi, le premier, là, tu vois, la même année, j'y suis allé 2 fois. Mais c'est comme. Au niveau, je sais pas toi comment tu l'es, mais au niveau je trouve le truc qui m'a le plus marqué, c'est l'absence de stress que je vis ici. Et ça, c'est sûrement parce que je suis un peu privilégié de pas avoir le stress financier. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué? Ouais, non, c'est clair. C'est aussi pourquoi je me sentais pas bien quand je retournais en Suisse, c'est que bah, ici, on est aussi coupé de pas mal de choses. Mais au final, on a le focus sur ce qui est important. Et le reste, il n'y a pas trop, quoi. Et plus de relations sociales aussi. Parce qu'en fait, comme tu vois, mon internet, il marche pas, bah, au bout d'un moment, tu fais, putain, ça me saoule. Bah, du coup, en fait, tu vas parler aux gens, tu vois. Puis la manière dont les gens vivent, c'est relax, en fait. À part l'entraînement qui est assez... voilà, on a les heures d'entraînement, mais le reste, c'est... Le temps s'arrête, quoi. Ouais, c'est ça qui est cool. Ouais. Puis on vit avec un peu la lumière du jour. Ouais, ça, je l'ai remarqué aussi, ouais. C'est cool. C'est pas tout éclairé là à partir d'une certaine heure. C'est pas comme chez nous où t'as l'impression que ça peut tourner 24/24. Je me demandais, c'est quoi la proportion en fait des gens au Kenya qui s'essayent à la course? Parce que t'en dis les Kenyans ils courent tous, mais en fait c'est vrai que c'est faible. Hein, c'est quand même. On dit tous les Kenyans sont forts en course. Non, je pense que c'est surtout la région ici qui est connue. Iten du coup. On a Iten, Eldoret, les Kalenjin. Okay. Donc, la tribu de Kalenjin. Il y en a pas mal qui s'essayent, mais en pourcentage, c'est quand même faible. Hein. Je sais pas si on a 1%. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Mais tu crois que la détection de talent, elle est bonne au Kenya globalement ou tu penses s'il y a quelqu'un qui est talentueux, il va forcément être détecté ou non, pas forcément. Non. Je pense que comme il y a beaucoup de gens qui s'essayent, beaucoup plus que dans les autres pays. Hein. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de talents qui émergent. Et voilà. Si on mettait le même nombre, je sais pas, en France, qui s'essayent à la course, et je dis pas s'essayer à avoir un travail à côté, non, c'est à fond. À fond, ouais. Du matin au soir. Il y aurait beaucoup plus de. Il y aurait plus de. Ouais, ça c'est. Et évident. Le talent, il se découvre un peu. C'est dur, hein. C'est la loi du plus fort. Hein. Ouais. Et c'est un peu de la chance aussi des fois. Ah, dans quel sens tu crois? Est-ce qu'on se fait repérer des fois? Avoir l'opportunité en fait de. Parce qu'il y a tellement de gars qui pourraient aller gagner des courses à l'étranger. C'est difficile de savoir lequel. Ouais. Mais c'est ça que je me demandais quand je fais des fartlek avec certains Kenyans et qu'après je leur demande leur chrono. Tu vois, je vois au final ils savent pas trop parce que y en a une partie qui ont jamais eu l'occasion de faire des courses au niveau de la mer. Tu crois que c'est quoi le niveau? Je sais que tu peux pas dire le niveau moyen, mais dans les groupes de fartlek, tu sais, du mardi jeudi, qu'en fait, j'arrive jamais à savoir si c'est des gars qui font 2,15, 2,10, 2,5. Les meilleurs, tu crois qu'ils font combien ici? Dans les groupes, peut-être pas ceux qui sont dans des structures là. Ouais. Non, je sais que les fartlek du mardi jeudi, il y en a qui aiment bien se tester. Donc des fois, tu peux trouver des gars qui courent 26 ou 10 kills. Hein. Après, justement, des fois, il y a des surprises. T'as des gars qui sont devant, tu te dis, ils ont tout défoncé dans les courses et ils courent 30 minutes. Ah ouais, c'est bizarre, mais ouais. Okay. Non, le niveau quand même, je dirais, à l'avant de ces groupes, c'est quand même du 27, 28 au 10 kills. Hein. Ok, quand même. Parce que quand Bastien il est venu pendant à peu près un mois,
il était vraiment venu au fartlek en mode compétition. Et au final, il a réussi à accrocher le premier, mais il a tout donné, tu vois. Puis Bastien n'est pas mauvais non plus. Il fait 28 bas quand même. Voilà, peut-être qu'il vaut moins de 28, 27, c'est à peu près le niveau des gars devant, je pense. Ok. C'est donc, si vous allez au Kenya, essayez pas de partir avec le pack de devant, sauf si vous êtes vraiment fort. Est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent ici, quand même? Ou c'est vraiment rien qui te manque ici? Le fromage. Non, ça peut être vraiment n'importe quoi. Non, justement, là, j'arrive à le fromage, le chocolat. Mais maintenant, on peut tout trouver, en fait, à Eldoret. C'est ça qui est fou. Il y a des produits d'importation, même fromage et tout? Ouais, c'est beaucoup plus cher, mais... Après, ma famille me manque de temps en temps, quand même. Mais ils viennent me rendre visite, je leur rends visite de temps en temps. Ok. Et puis, sinon, franchement, j'ai ce qu'il me faut ici. Donc il y a plus de trucs que tu préfères ici qu'il te manque en Europe, sinon tu n'aurais pas choisi de vivre ici. Est-ce que tu penses que les Occidentaux, ils sont faits pour rester s'entraîner au Kenya pendant des années? Tu as l'impression que c'est possible ou tu penses que c'est juste une question de bien faire les choses, en fait, d'entraînement et tout? Ouais, pour moi, je me répète peut-être, mais je crois pas à la génétique, qu'on soit né en altitude et que ça change quelque chose, j'y crois pas. Ok. Après, ça dépend un peu de... Je pense pour les athlètes, ça dépend de leur philosophie de l'entraînement. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des stages, justement, passer 3 semaines en altitude, 3 semaines en bas, enfin, varier avec l'altitude. Mais je pense pas que ce soit un problème de vivre ici. Donc c'est bien faire les choses, surtout. Ouais. Et est-ce que ça t'arrive, toi, j'imagine que oui, t'as déjà fait des prises de sang pour comparer un petit peu chaque année et tout, et t'as vu des trucs intéressants quand tu faisais ça, ou pas spécialement? Je fais des prises de sang régulièrement, tous les 2-3 mois, pour contrôler que tout va bien. Ouais. Surtout pour pas avoir de manque de fer. Parce que le fer, c'est quand même un minéral qui est un peu plus à risque, déjà chez les coureurs en général, et en altitude encore plus. Moi, j'étais souvent trop bas quand j'étais jeune, parce que j'étais un peu trop léger, trop fin. J'étais tout le temps un peu à la limite. Maintenant, ça va. Mais ouais, non, moi, j'ai pas beaucoup de variations. Après, ce qui est étrange, c'est que souvent, on pense qu'on a l'hémoglobine plus haute quand on revient, et moi, je l'ai plus basse. Ah ouais? Parce qu'en fait, le sang est plus épais. Enfin, c'est un truc de dilution au final, c'est ça. Ok, mais au final, tu perfs quand même. Ouais. Donc en fait, on s'en fout. Ouais. Ok. Mais les gens ont souvent l'idée qu'on est plus haut en revenant. Ok. Et en fait, pas spécialement. Non. Donc c'est mieux de faire parler les perfs que les prises de sang au final. Ouais. De toute façon, tout le monde est un peu différent. Plutôt des globines, ça veut un peu tout et rien dire, je trouve. Et tu fais comment au niveau du fer? Est-ce que tu as des techniques là quand tu restes longtemps? Est-ce que tu dois te supplémenter ou est-ce que c'est vraiment faire super attention à la nutrition? Ouais, moi je prends des compléments alimentaires. Donc c'est un mix un peu de tout, toutes les vitamines, etc. Compléments de fer aussi. Et après, j'essaie de bien manger, mais de toute façon ici on peut que bien manger. Ouais, ça j'ai remarqué. Mais tu vois, même j'ai trouvé que c'était difficile. Moi j'habite au Canada, donc c'est encore une culture alimentaire qui est différente. Et j'ai trouvé quand même dur le choc. Tu sais, c'est presque trop simple pour moi au début, tu vois. J'avais l'impression d'avoir tout le temps faim ou de rester, ou tu sais, d'avoir mangé plein de fibres, mais d'avoir faim, mais l'estomac rempli. Ou je sais pas, t'as déjà fait des trucs comme ça ou pas trop? Au début, j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac. Les premières fois que je suis venu. Mais maintenant, je me suis habitué. Tu t'es adapté. Enfin, je pense que c'est aussi une partie de la perf. Enfin, c'est vraiment ultra sain et c'est bon pour le corps, quoi. Alors que en Europe, c'est quand même trop sucré, quoi, en général. Ouais, tu trouves? Et tu le vois quand tu rentres chez toi, du coup, tu le vois gustativement que c'est différent. Ouais, c'est différent, c'est pas le même goût. Tu t'es vraiment surtout habitué, les fruits et tout ça, les fruits et les légumes, ici, c'est top, quoi. Ouais, ça pousse, j'imagine. Ouais, moi, dans mon jardin, là. Vous avez un jardin ici? Ouais. Du coup, vous mangez, est-ce que vous. toute l'année en plus, du coup, vu qu'il fait bon toute l'année pratiquement? On peut faire pousser toute l'année certains légumes. Ouais, ça, c'est une grosse chance quand même. J'avais une question sur Kiptoum. Tu vois qui c'est ou pas? C'est comment les gens ils ont réagi ici à la performance de Kiptoum? Je pense qu'ils l'ont vu venir. Hein. Parce que ça fait quand même à Valence. Je pense que c'est à Valence qu'il a choqué le plus. Ouais, moi j'étais à Valence en plus et ça m'avait impressionné. Ouais. Après, moi je le connais un peu. Il s'est entraîné avec nous en 2020. En 2020? Dans mon groupe, il a rejoint mon groupe en 2020. Ok, donc tu le connais un petit peu. Ouais. Parce que il était. En fait, à l'époque, les camps avaient fermé à cause du Covid. Okay. Donc lui, il s'entraînait à Cap-Tagat et il était venu s'entraîner avec mon groupe pendant 2-3 mois avant de faire le semi de Valence où il avait fait 58 et des poussières.
fait un bon chrono. Donc c'était quand même un bon chrono. Mais c'est vrai que les gens... les gens... je vais être méchant, mais pas comme en France, ils sont hyper positifs. Donc ils voient la perf d'un bon côté. Ils sont pas méfiants. En France, direct, les gens ils disaient ce qu'on sait très bien. Et au final, en fait, on n'en sait rien, quoi. Et du coup, faut pas parler avant d'avoir des preuves. Parce que tu peux être fort aussi, tu vois. Après, c'est vrai que, il y a... Je sais pas, il y a un peu cette confrontation avec Kipchoge. C'est ça que... Les gens, je trouvais un peu, par contre, méchants avec Kipchoge, je trouvais. Les gens, tu parles des Kenyans, ouais. Plutôt avec Kipchoge enterrer Kipchoge. Ah ouais, c'est le nouveau, le nouveau, c'est Kiptoum, maintenant c'est le meilleur, on a oublié Kipchoge, etc. Ouais, je trouvais ça dur. Ouais, parce qu'il a quand même, même si Kipchoge est sur sa fin de carrière, il a quand même créé un truc énorme. Et puis il court quand même 2h02. C'est quand même pas mauvais, mais c'est vrai que Kiptoum, c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Kipchoge, ça lui a pris 20 ans de construire ça. Et Kiptoum, il a 23 ans. Tu penses qu'il a 23 ans ou pas? Non, parce que je sais qu'ici, des fois, c'est moins précis. Enfin, c'est pas du tout négatif. Non, il a pas 23 ans. Ça, c'est sûr. Mais genre, il a pas 40. Pas 40, mais dans la 30. Mais au final, son âge, c'est pas si important. Mais même, en fait, au-delà de son âge, comment ça se fait que, boum, il arrive et direct... Est-ce que c'est parce qu'il avait jamais eu d'opportunité de courir au niveau de la mer avant, tu crois? Non, mais ça fait un moment qu'il est quand même bon sur semi. Ah ouais? C'était quoi? C'était 2020, il a couru 58. Ouais, ok, 2020. Ouais. Ensuite, il a fait quelques semis en 59. Mais il a jamais couru... tu vois, il a jamais fait des chronos normaux, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'il a direct fait des chronos impressionnants. Ce qui est fou, c'est ce premier marathon de 1. Ouais, c'est ça. Ouais, deuxième marathon de 1 de nouveau, et là, 2h0. Ouais. Et surtout, la façon dont il court, quoi. Ça défie la loi du marathon, c'est mettre un 27 minutes c'est ça que j'allais dire. Sur du 30 au 40, c'est quand même... si on a couru un marathon, c'est quand même... En fait, il a l'air facile, mais c'est ça qui m'en fout, c'est que, je sais pas, il court, puis un coup, il se dit, en fait, il me reste ça, et puis les gens, ils décrochent total, et il est d'un autre niveau, mais je sais pas, je trouve quand même, toi qui l'as côtoyé, parce que, honnêtement, physiologiquement, c'est une chose, mais j'imagine psychologiquement, il doit être un petit peu, c'est pas spécial, mais il doit... Est-ce que t'avais remarqué des trucs ou en fait, non, il est juste super en forme? Enfin, je vais pas mentir, j'ai rien remarqué de spécial. À l'époque, il était fort, il était devant, il était avec nous à l'entraînement, mais rien de fou. Tu te serais jamais dit qu'il faisait 2 heures dans quelques années? Okay. Non, et puis, après, il avait une petite blessure, donc qui traînait, donc il avait souvent mal à la jambe. Il se plaignait de ça. Donc là, je sais pas, est-ce que maintenant il a plus mal, donc il a pu s'entraîner encore à un autre niveau? Je sais pas. Mais il avait rien où je me suis dit, ça, c'est le prochain Kipchoge, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que non. Et t'as entendu un petit peu des trucs sur comment il s'entraînait et tout, ou pas trop? J'ai lu, mais ça me paraît fou. Ouais, c'est parce que moi, quand je vois 300 km par semaine et courir tout le temps vite, toi, tu l'as vu déjà ce que c'était, et tu crois que c'est possible? C'est difficile à parler de ça, mais moi j'y crois pas. Parce que je sais ce que c'est de courir 200 kg par semaine déjà. 220, ça commence à faire mal, mais alors régulièrement 280 à 300 avec les intensités qu'il décrit en fait c'est volume plus intensité mon coach il m'a dit ça me paraît très bizarre direct. À mon avis, peut-être qu'il a fait 1 ou 2 semaines ou peut-être 3 semaines à ce volume, mais enchaîner 3 mois, c'est aller à la blessure, hein. Ou alors c'est peut-être sa dernière année, quoi. Mais ça me paraît fou, honnêtement. On parle de Kipchoge qui s'entraîne quand même, qui fait 2h01, qui s'entraîne 200 kg par semaine. Là c'est un autre niveau. Là il parle de 100 kg de plus par semaine, c'est quand même et plus dur aussi, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, qui joguait tout le temps très très vite et tout. En tout cas, honnêtement, tu crois qu'ils vont s'affronter ou pas à Paris? Ça me paraît très bizarre qu'ils sélectionnent pas les deux, parce que normalement ils doivent, c'est les 2 meilleurs chronos, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à voir Kipchoge contre Kiptoum. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas possible, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ok. Je sais pas à quel point on peut bloquer un cours ou pas. Ouais, c'est ça. Parce que j'imagine que moi, si j'étais Kipchoge, je le laisserais pas courir contre moi, parce que j'aurais quand même peur, tu vois. Parce que là c'est la relève aussi, fait que en tout cas c'est ça.
Moi qui habite en Amérique du Nord, là, quand il a couru à Chicago, j'ai des amis qui courent à Chicago, les gens, ils étaient genre, ils en revenaient pas, quoi. J'ai des amis qui ont couru leur premier marathon dans la course du record du monde, tu vois. C'est vraiment une expérience incroyable. On est vraiment sur la fin, fait que j'ai quelques questions en rafale pour toi. En gros, tu réponds le plus vite possible, tu vois. Genre une phrase. Et après, j'ai quelques questions de la communauté et on a fini. C'est quoi ta séance préférée pour préparer un 10 km ? 2 kills rapides, 1 kill moyen, 6 fois. Ok. Et quand on dit rapide, c'est allure 10 km ou plus vite ? Un petit peu moins vite, du coup. Un petit peu moins vite. 2,50. Ok. Parce que, à cause de l'altitude. Ok. Et le récup, c'est quand même 3, un bon rythme. Ok. Avec une belle séance. Alors, il faut adapter les allures si vous écoutez ça. C'est qui le coureur qui t'impressionne le plus ? Kipchoge. Ok. C'est sûr. Est-ce que c'est parce que sa longévité ? Ouais, c'est longévité et régularité. Ok. La plus grande force des coureurs kenyans ? Aucune limite mentale. La durée optimale pour venir s'entraîner en altitude selon toi ? Genre la première fois ? 1 mois. Ok. Et si je crois que Jimmy Gassier il travaille fort pour prendre ton record à 10 km, est-ce que tu as un mot à lui dire ? Bonne chance. Ouais, c'est bon. Ouais, mais il va en falloir, je pense, du travail là. Il a combien, Jimmy, tu sais ou pas ? Parce que je connais même pas son chrono exact. Sur route ? Vous avez combien de différence ? Je pense une vingtaine de secondes. C'est beaucoup à ce niveau quand même, 20 secondes. Ouais, après, je pense qu'il a le niveau de le faire. Hein. Ah, tu crois ? Son 5 km est quand même vachement solide. Son semi aussi. Après, il faut le faire. Vous êtes déjà entraînés ensemble au Kenya, non ? Ouais. Je suis tombé sur une vidéo il y a un moment quand t'étais vraiment en forme, je pense. Ouais, il était venu 2-3 fois sur quelques séances. Quelques questions de la communauté, fait qu'on a trié un, puis je pense qu'il y a des trucs de toute façon on va sauter parce qu'on a déjà une belle conversation. Ton après-carrière, est-ce qu'elle se passera au Kenya ou tu comptes revenir en Suisse ? J'ai ma petite idée, mais... Non, au Kenya. Ok. Ouais. Et la personne dit « Merci pour tout. Si le demi-fond connaît une aussi grande attraction en France, en Belgique et en Suisse, c'est en grande partie grâce à toi. Très certainement le premier idole d'une génération complète. » Je vais pas toutes les dire, mais à chaque fois il disait ça sur les commentaires. Merci beaucoup. Est-ce que la marque ASICS, elle te convient mieux que Nike ? Une marque, moi ça me convient bien. Après une marque, c'est une marque, c'est pas. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est l'entraînement. J'apporte pas trop d'importance à la marque. Je pense qu'on peut courir avec différentes marques. Ouais. Et c'est pas ça qui fait la performance. Après, ASICS m'a beaucoup plus soutenu que Nike. Et ça, j'en suis vraiment très reconnaissant. Ouais, t'as au final le support même, juste on reste avec toi, peu importe. Ça, c'est hyper important. Ouais. Ok. Est-ce que les chaussures sont faites sur mesure pour toi ? Non, j'ai ma taille de chaussures. Après, ils développent les prototypes. Pas seulement avec moi, mais en partie avec moi. Donc j'ai la chance de pouvoir développer les chaussures et de leur donner des feedbacks sur ce que je ressens. Donc ça c'est aussi un plus que je peux mentionner justement par rapport à Nike, où j'avais pas cette chance de développer les prototypes. Mais il y en a qui le faisaient ou toi t'étais il y en a juste qui le faisaient, mais j'étais pas dedans et du coup là c'est fou qu'avec 27-13 t'étais pas dedans quand même. Ça prendait quoi, un sub 27 ou... Ouais. Ça, c'est fou quand même. Et du coup, c'est quelque chose qui est cool parce que du coup, au final, c'est un peu chaussures conçues pour, en tout cas pour les athlètes au top niveau. Ah, puis tu te sens écouté et respecté aussi dans ta carrière d'athlète, c'est cool. Ok. Est-ce que tu fais du renforcement musculaire ? Et si oui, est-ce que tu cibles des points de faiblesse précis ou ça se passe comment ? Parce que c'est ça qu'on n'a pas parlé. Ouais, alors là, le renfort, c'est quelque chose qui a pris beaucoup plus d'importance ces dernières années, justement. Malheureusement, à cause des blessures. Ouais. Et j'ai une super équipe qui me suit à Genève, l'hôpital de la Tour. Et du coup, j'ai des exercices personnalisés justement pour renforcer les muscles qui sont un peu faibles. Un peu plus Donc faible. moi, c'est plus ma chaîne arrière, les ischios, les fessiers, où j'ai pas mal de problèmes. Et donc, je fais du renfo, je dirais 3 fois par semaine, donc 2 fois renfo général et 1 fois de la muscu. Un peu de force, genre un peu plus lourd, ce genre de truc. Muscu, je fais lourd. Mais, tu fais combien en squat ? Je suis curieux. Max 120, je suis pas non plus à... 120 kilos ? Ouais, 120 kilos. C'est pas mal au final, parce que c'est genre
presque 2 fois ton poids. Ouais, Ouais, ton poids, c'est des demi-squats, donc c'est pas squat complet. Ah, mais 2 fois son poids, c'est pas mal déjà. Ouais. Parce qu'on n'est pas des haltérophiles non plus. Mais... Donc là, c'est plutôt de la force max, donc peu de répétitions. Ok. Pour développer les fibres rapides. Ouais. Tu sens la diff depuis que t'as commencé ou pas? Ouais, bah, je me suis développé physiquement. Je suis quand même plus fort musculairement. Et je pense que ça va payer quand je retrouverai la forme. Ouais, j'imagine. On a un peu parlé, mais pas trop. Tu penses quoi de la philosophie norvégienne? Moi, j'imagine que tu connais et tout. Beaucoup de volume, toujours en contrôle, double seuil. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, je pense que c'est efficace. Ouais. Je suis pas fan. Enfin, c'est pas une philosophie qui me fait rêver en fait. D'être en contrôle et tout ça. Enfin, moi, je suis un peu l'opposé. Ouais. Et j'ai dû apprendre quand même à être en contrôle parce qu'on peut pas être tout le temps à fond à l'entraînement. Mais par exemple, je prends pas le lactate et tout ça. Non, t'as jamais fait ça? Non. Ça t'intéresse pas trop? Non. Et c'est pas quelque chose. En fait, j'ai pas envie de devenir un rat de laboratoire. Ouais, je comprends. C'est ça pas correspond méchant. Pas à ta personnalité en fait. Ouais. Et à donc ta façon courir sur tapis, tout ça, toutes ces choses, c'est difficile pour moi. Et pour moi, je pense qu'aussi, je cours parce que ça me fait vibrer. Ouais. Et ce qui me fait vibrer, c'est mon côté instinctif, côté liberté dans la course. Ouais. Donc c'est pas seulement les perfs, comme on peut croire. Et ça, il faut que je le garde à l'entraînement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on voit justement juste les perfs, tu vois. Genre, tout le monde veut faire la méthode norvégienne parce que il voit Jacob et tout qui perf. Mais t'as raison sur un point, c'est que en fait, la philosophie que t'as, ça doit pas être seulement de façon objective et froide, ça doit être aussi parce que c'est amusant. Ouais. Et tu vois, moi, c'est très récemment que j'ai réalisé qu'en fait, c'était sur le papier super cool la méthodologie norvégienne, mais en fait, je trouve ça beaucoup trop ennuyant, tu vois. Genre, tu vois, tu dois toujours, comme tu dis, toujours en contrôle et repartir 2 fois dans la même journée, 2 fois par semaine pour faire des 10 ou 15 fois 400, mais toujours en contrôle. En fait, comme tu dis, c'est pas amusant tout le temps, tu vois. Donc, je pense qu'il faut pas avoir... Il y a plusieurs routes qui mènent la perf et toi, ton 27-13, tu l'as fait avec une philosophie qui a rien à voir et ça marche aussi, quoi. Ce que j'ai appris dans ces 3 dernières années qui ont été difficiles, c'est que j'avais un programme qui était sur papier... qui devait m'amener, je sais pas, à courir 2-2 au marathon, ou je sais pas, quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et je l'ai pas fait, et j'ai couru 2-11. Ouais. Donc au final, je mets pas tout sur le programme, mais je veux dire, ce que j'ai perdu ces 3 dernières années, c'est vraiment cette joie, ce plaisir de courir que je retrouve maintenant, que j'ai retrouvé vraiment. Et pourquoi je cours en fait, pour moi c'est important. Mais t'arrives à répondre à cette question ou pas? Parce qu'au final tout le monde pense que c'est facile comme question, mais je pense que c'est dur. Moi je cours justement pour ce sentiment de liberté. J'adore aussi relever des challenges et je sens que quand je m'entraîne j'arrive à me surpasser et ça c'est un sentiment incroyable. Le sentiment que ton corps et ta tête ils changent en fait avec les efforts. Ouais, exactement, quand t'es dans l'effort, que t'arrives à aller au-dessus, t'arrives à trouver ce flow où t'es relâché, t'es dynamique, t'arrives à être transcendé. Ouais. C'est ça que je recherche dans la course. Et c'est ça qui me passionne. Okay. Même si c'est pas facile tous les jours, je peux pas dire tous les jours je me sens bien et c'est que du plaisir, mais ça doit être une grande partie de l'entraînement. T'as envie d'y aller tous les jours ou pas? C'est quoi le pourcentage de temps où t'as pas envie d'y aller? Franchement, si je suis bien, si je suis en forme et si je suis pas surentraîné, j'ai envie d'y aller tous les jours. Ouais. Okay. J'ai vraiment du mal à un jour de pause. Okay. Et c'est vrai que le groupe, ça doit aider avec ça. Ouais, ça c'est une motivation supplémentaire. Est-ce que tu vas refaire un marathon prochainement ou pas? Je peux pas dire quand, mais je vais refaire du marathon, ça c'est sûr. C'est sûr. Ce que je peux dire, c'est pas avant la fin de l'année prochaine. Donc je serai pas au jeu sur marathon. Ok. Mais est-ce que tu prévois de faire un standard au jeu ou pas? Oui, bien sûr, mais sur piste. Sur piste, ok. T'as un peu répondu, mais du coup, est-ce que tu utilises quand même certaines datas ou pas dans ton entraînement ou rien du tout? Bien sûr, la montre. La montre? Donc ça, c'est... Ok. Après, les battements du cœur, ça, j'utilise pas. Le cardio, j'utilise pas. Ah non, même pas quand tu cours et tout non, je sais que c'est sur la montre, c'est intégré, mais j'ai pas de... Tu regardes pas? J'ai pas de ceinture et c'est fou. Ça m'intéresse. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ok, je comprends. C'était quoi ton alimentation sur marathon? Boisson, gel t'étais carré avec ça ou c'était plus... Ouais. Après, j'ai fait des expériences. À Paris,
un peu mauvaise. J'étais avec, je vais peut-être pas dire la marque, mais j'ai une boisson qui me convenait pas. Et c'était pas seulement à cause de ça, j'avais aussi mal mangé les jours avant, mais généralement je prends tous les 5 km une boisson hypotonique, je dirais. Ok. Ouais. Et ça déjà... Et ça, je le travaille à l'entraînement, je fais la même chose sur mes séances, sur les long runs, donc tous les 5 km j'essaie de prendre et tout. pour m'habituer. Et généralement, je prépare aussi des gels à partir de la mi-course si j'en ai besoin. Ok. Question, c'est quoi ton plus grand rêve en tant qu'athlète? Ça peut paraître fou, mais courir moins de 2 heures sur un marathon. Bah ouais, maintenant en plus, j'imagine les prochaines années, ça va être de plus en plus. Au final, on n'a pas encore vu un sub 2 heures sur une course officielle. Ouais. Mais j'imagine que ça va pas arriver. Loin, ouais. Ok. Donc ton rêve, c'est plus sur le long, là. C'est vraiment marathon, là. Ouais. Ok. Si tu avais un conseil à donner pour des débutants amateurs, ce serait quoi? Bah, déjà, pas se prendre trop la tête avec justement toutes ces datas, etc. Ouais. Que c'est pas nécessaire, genre ou... Bah, non, c'est pas nécessaire. Quand on voit tous les gens ici, ils ont rien et ils progressent. Ok. Non, il faut vraiment... Bah, le plus important quand on commence, c'est de faire sa base d'endurance, tout simplement. Donc, il faut courir, peu importe un peu ce qu'on fait. Ouais. On court et on progresse. Par contre, faut y aller progressivement, forcément. Pas commencer à s'entraîner 2 fois par jour quand on n'a jamais fait de course. Ouais. Puis après, gentiment intégrer des séances, des intervalles. Ok. Mais je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête maintenant avec les battements cardiaques, tout ça. Ça peut venir créer du... Est-ce que ça enlève du plaisir, tu crois, un peu? Je pense que ça enlève du plaisir, ça enlève aussi la connexion avec son corps. Je pense que c'est hyper important. parce que tu fais plus confiance à la montre, fait, tu fais plus confiance à toi. Genre. On écoute la montre. En fait, on n'écoute pas son corps, on écoute les datas qui sont pas forcément... Imagine ça bug en fait. Et puis en fait, si on les a plus, comment on fait? Donc, c'est un bon point. Si ça bug le genre de la course, par exemple. Ou... Je pense que c'est important de savoir, de connaître son corps. Et forcément, un petit peu d'aide avec le GPS, c'est cool. Mais après, vraiment être en connexion avec son corps, c'est important dans la course. Mais il y a une réflexion que je me faisais, c'est qu'au final, ça existe depuis peut-être 15 ans, mais le corps, il existe depuis des millions d'années. Il a évolué de ouf. Mais du coup, maintenant, je me rends compte beaucoup plus avec les débutants amateurs. Mais en fait, ils pensent que ça, c'est plus intelligent que ça. Et je trouve ça fou quand ils pensent, tu vois. Dire, mais en fait... par exemple, c'est un exemple débile, mais la montre à la fin, quand on a fini notre séance ou notre footing, elle nous met le nombre d'heures qu'on a besoin pour récupérer. Ouais. Tu crois à ça ou pas? Moi, à chaque fois, c'est le max. C'est, je sais pas, 70 heures. Si j'attends 3 jours pour prendre l'entraînement, ça va être compliqué. Ouais, je comprends. Et puis, des fois, je me sens hyper bien. Elle me dit ça et je me dis, mais c'est pas mais ça joue, en fait. C'est con, mais imagine un débutant qui se connaît pas, qui se fait pas confiance. Bah, ça vient de jouer dans la tête, forcément, en fait. C'est dur, hein. En fait, des fois, je trouve, elles viennent presque créer plus de questions que de réponses, les données. Et pourtant, moi, j'adore les données, mais je me rends compte que quand je cours au Kenya, je regarde pratiquement jamais les données pendant. J'aime bien regarder rétrospectif pour analyser mes saisons. Tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Rétrospectivement, c'est intéressant. Mais pendant, ça veut rien dire aussi, de par le terrain, de par l'altitude. Ouais, ici, c'est encore pire. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Non, je comprends. Quelqu'un me demandait pourquoi tu postais plus tes entraînements sur Strava. C'est vrai que je me suis un peu enfermé ces derniers temps parce que voilà, j'avais besoin de couper un peu avec les réseaux. J'avais aussi pas mal de commentaires négatifs que je comprenais pas trop en fait sur Strava parce que au final, j'accepte les avis, j'accepte les critiques si elles sont constructives, mais il y avait beaucoup de critiques. À un moment, il faut arrêter de commenter. Alors qu'ils ne connaissent pas en fait. Qu'on connaît pas. C'est facile de commenter un entraînement, mais il faut voir le tout. Et après, il faut voir le contexte. Je trouve que si on critique un entraînement, il faut le mettre dans le contexte, pas juste sur une séance. Parce que j'avais beaucoup de commentaires du style tu t'entraînes trop dur et après tu perds pas, et ça, je trouve c'est des critiques inutiles. D'autant plus que tu es dans une période difficile et que t'as pas besoin de ça. C'est difficile, c'est pour ça en fait, j'avais pas besoin de plus de négativité. Ouais, je comprends totalement. Mais est-ce que c'était dur pour toi d'ignorer ces trucs-là? Parce que je sais que pour moi qui suis sur les réseaux sociaux,
C'est super dur d'ignorer. C'est difficile, on apprend, mais ça nous touche quand même. T'as beau dire que ça te touche pas, au final, c'est des gens qui sont des humains comme toi. Mais les gens se permettent de dire des trucs sur les réseaux sociaux qui se permettraient jamais de dire en face, en fait. C'est le problème des réseaux sociaux. En plus, toi, t'es loin et du coup, t'es parti de l'autre bout du monde, mais t'as quand même des gens qui sont là tout le temps dans ton quotidien et en fait, c'est pas ça, en fait, pour ta tête. C'était quoi ton expérience avec les special blocks de Renato Canova? T'en as fait ou pas? Ouais, j'en ai fait pas mal. C'est vrai que ça, c'est assez... T'as aimé? Bah toi, t'as dû aimer ça, parce que c'est challenge et tout. Non, c'était cool. C'est dur. C'est des journées où tu sais que tu vas finir cassé, quoi. T'as un exemple ou pas de special block qui t'a marqué? Bah, le matin, ça, c'est typique de Renato. Le matin, on s'échauffe 2-3 km. Ensuite, on a un 10 kg à allure, 33 minutes, parfois un peu plus vite, peut-être 32 minutes. Okay. Un deuxième 10 kg, 30 minutes. Ok. Donc ça, c'est le matin. Donc là, t'as 20 kg d'allure déjà. Ouais. Et puis ça, c'est au Kenya. Et l'après-midi, donc généralement, on a 10 kg de nouveau, peut-être en 31 minutes. Ok. 3-10 comme ça au kill. Et ensuite, sur piste, 12 fois 1000. Dans la même journée, ça. Ouais, donc le 10 kills plus 12 fois 1000, donc 12 fois 1000 en 2,50, récup 2. Donc ça fait 42 kills. 42 kills, plus l'échauffement, la récup, on est à 50. Ah ouais, c'est des bonnes journées, ça. Et tu dormais bien ou pas après Généralement, tu dors pas très bien après. Ouais, c'est ça, c'est limite trop en fait. Enfin, trop, c'est beaucoup. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de stimuler le corps à fond, quoi, de faire une hypercompensation. Ouais. Et par contre, il faut vraiment faire les deux jours avant tranquille, et 3, 4, voire 5 jours. Ah ouais, c'est vraiment long pour récupérer. Tranquille. Après, tranquille, on court. Hein. Mais tu fais rien de trop dur. Pas d'intensité. Et ta montre parce que, en fait, le but, c'est vraiment que le corps, après, il fasse une hypercompensation et que tu step up comme ça. Et après, des journées comme ça, normalement, t'es confiant pour le marathon. Donc ça, c'est quoi, J-14, J-21? Non, c'est pas... Non. Ça dépend pas tellement de quand elle m'a... Enfin, un petit peu, mais généralement, il aime bien faire toutes les 6 semaines. Ok. Enfin, si c'est vraiment des gros training blocks comme ça, special block, c'est toutes les 6 semaines. Après, des fois, on avait des plus petits entre. Ok. Et ta montre, elle te disait combien de temps de récupération après elle marchait plus là. 3 semaines. La batterie, elle était à plat déjà. Putain, 50 km. Et j'ai une dernière question. Mais en fait, on a déjà parlé, c'était sur la préparation mentale et comment t'avais réussi à te relever et tout avec ça. Mais au final, t'en as parlé, tu t'es un peu fait aider. En plus, t'as changé de coach. Et comme t'as changé quelque chose. Je vais quand même mentionner que c'est mon coach d'avant, donc Marco, qui m'a repris en main et qui m'a beaucoup aidé à me remettre sur pied, quoi. Enfin, voilà, je suis hyper reconnaissant. Je suis pas du tout en froid avec Renato, donc je lui ai expliqué la situation. Il a compris, on échange toujours. Et maintenant, je suis de nouveau à fond avec Marco. Et la forme revient. Après, j'ai fait une longue pause aussi, cet été. Où tu courais plus, tu veux dire? 6 semaines sans courir. C'était la première fois depuis longtemps? La première fois depuis toute ma carrière. Ah ouais? Et ça, tu l'as bien vécu quand même ou pas? Et ouais, je me suis fait une raison, c'était la seule chose à faire. Et t'en as profité ou t'as été comme, t'as réussi à te... J'ai fait 6 semaines sans course, vraiment. Putain, c'est fou en vrai. Ça a dû te faire du bien. Et depuis, je me sens de nouveau moi-même. Ok. Des fois, la coupure peut être importante, quoi. Donc, est-ce que là, t'es confiant par rapport à... T'as l'impression que ça avance bien et tout Ouais, je suis hyper content. Je retrouve des sensations que j'avais pas depuis longtemps. Je suis pas fatigué toute la journée. J'ai retrouvé le plaisir, le plus important. Donc, tout se met... tout revient un peu... Ça fait plaisir à entendre, en vrai. J'ai l'impression d'être arrivé au bon moment, du coup, parce que c'est quand même... un nouveau point pour toi. Donc ça fait combien de mois exactement que tu as repris avec Marco? Depuis février. Ouais, donc c'est vraiment récent, quoi. Plus la coupure et tout. Ok, bah écoute, je vais pas te prendre plus de temps que ça. C'est l'heure de manger, je pense. Est-ce qu'au Kenya, vous mangez à 7h à peu près? Ouais. Ok, fait que c'est parfait au final. On est vraiment pile dans les temps. Est-ce que tu as un truc à dire avant qu'on termine? Ça peut être aux gens qui nous écoutent, ça peut être n'importe quoi. Déjà, merci pour... m'accueillir sur ton podcast, et puis si
suis très content d'entendre que j'ai inspiré des gens et que je continue à inspirer des gens. Et puis, plus voilà. Que tu crois. Je t'ai pas lu tous les trucs, mais en vrai, je t'enverrai le lien si tu veux. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé. Mais même Paul, qui est notre technicien d'aujourd'hui, me disait, moi, quand j'ai regardé les vidéos de Julien, ça m'a grave motivé et tout. Fait que, non, plus que tu penses. Et je pense que c'est quand même. Parce qu'au final, les gens le disent pas, tu vois, ce genre de truc. Je pense que c'est important de le rappeler parce que quand t'es un athlète de haut niveau, bah, tu vois, c'est pas que tu fais peur, mais les gens, ils vont pas venir te dire les trucs. Et, moi, j'étais venu un peu aussi pour dire ça. Fait que, bah, merci de nous écouter un si grand nombre. Merci Julien pour ton temps, c'était vraiment agréable. Merci pour le chai aussi. Voilà, je vous recommande, c'est très bon. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfin bref, YouTube aussi. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao.